Cette semaine, c'est roue libre, alors on a un programme chargé. On reçoit Marie-Charlotte Morin qui va venir nous parler de rectum de verre et de pénis de coléoptère. Et appâté par des sujets aussi alléchants, l'interview sera menée par Pierre Carnière, alias Topo. Vous êtes sur Podcast Science, c'est l'épisode 270. Bonsoir. Alors, ce soir, autour de la table complètement virtuelle, donc on a Marie-Charlotte d'Alsace. Bonjour, enfin bonsoir. Donc, qui est notre invitée. Et sinon, on a aussi Nico Tup et Pierre à Paris. Salut, salut. Hello. Et on va peut-être faire un petit coucou à Julie quand même, parce que c'est aujourd'hui son anniversaire, je crois. Bon anniversaire, Julie, voilà, c'est vrai. Bon anniversaire. Ce sera public dans une semaine, mais pas d'anniversaire. Et il y a Pascal aussi, qui est ici, aussi d'Alsace, mais pas au même endroit. Non, à l'autre bout. Salut tout le monde. Voilà, donc aujourd'hui on a un programme chargé, parce que c'est le premier roue libre de l'année. Donc on va commencer par l'interview de Marie-Charlotte. Ensuite, on va faire un retour sur les émissions précédentes préparées par Julie. Un quiz du mois par Alan. Un petit plug à la fin. Une quote aussi. Et ce sera tout. Voilà. Donc on commence tout de suite. Donc déjà, on va commencer tout de suite par Marie-Charlotte. Est-ce que tu peux te présenter? Je pense que ce serait mieux si tu le fais toi-même. Oui, bah, ok. Bah alors moi je suis récemment docteur en biologie. J'avais gagné il y a 2 ans un concours de vulgarisation qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes, où on est censé expliquer ses travaux de recherche en 3 minutes. J'ai gagné en national et j'avais rapporté des prix du public à tous les niveaux de la compétition. Donc ça m'a donné envie de parler de science sur scène. Et c'est pour ça que j'ai monté un spectacle avec Alexandre Tesch sur la théorie de l'évolution de Darwin. Voilà, bah parfait, tu as présenté tous les sujets dont on allait parler. Donc, voilà. Elle est sacrément calibrée au niveau temps. Hein. C'est tout le temps 180 secondes les réponses, tout ça. 180 secondes, c'est ça. Ouais, et donc on va commencer un petit peu cette interview et en regardant un tout petit peu les informations sur toi, j'ai vu que tu avais obtenu un baccalauréat ES, donc économie et sociale, pour les francophones qui ne sont pas français. Et il y a donc eu une réorientation dans ton cursus universitaire. Est-ce que c'était une vraie réorientation ou un choix bien calculé ? Mon cœur balance toujours entre la macroéconomie et les macromolécules. En fait, j'ai vraiment 2 passions pour comprendre un peu le monde, que j'ai toujours aimé. Donc, j'avais fait un bac éco, mais à l'époque, quand j'avais 16 ans, je me torturais un peu l'esprit entre mes idées de gauche et le monde néolibéral dans lequel on était. Donc, ça m'a rendue un peu folle et j'ai découvert la génétique en première ES. Et je me suis fait, waouh, mais comment ça marche bien les molécules, comment c'est beaucoup moins chiant. Et en fait, je suis allée en sciences par lâcheté, quoi. En fait, j'ai trouvé que c'était vachement plus facile de gérer les molécules que le facteur humain, quoi, tout simplement. Et mais j'y reviens. Pas l'HEC. Voilà. Mais j'y reviens parce que je suis en train de faire un master de management et gestion, donc voilà, j'ai pas lâché. Voilà. Donc le but, c'est de fusionner ces 2 disciplines et faire un truc monstrueux pour conquérir le monde. Ouais, conquérir le monde et conquérir, déjà gérer des projets scientifiques. Voilà, j'étais à la paillasse pendant 4 ans, j'aimerais bien passer de l'autre côté. Voilà. D'accord. Ok. Tant que c'est pas sous la paillasse, tout va bien, quoi. Mais non, voyons. Donc déjà la paillasse pour les non-parisiens et qui ne seraient pas venus nous voir. Non, la paillasse, la vraie paillasse. Ah d'accord, pardon. Je croyais que c'était la salle. C'est pas une salle de spectacle. Attends, c'est un c'est un labo de biohacking. Donc moi je me disais peut-être qu'elle a fait sa thèse à la paillasse, c'est pour ça. Non, c'est du jargon. C'est du jargon. C'est du jargon. J'ai bien fait de préciser du coup. Ah là là, mais non, la paillasse, c'est en fait là, c'est la table de laboratoire. Et quand on dit vulgairement la paillasse, ça veut dire qu'on a fait trop de manip et qu'on en a marre de manipuler. Il y a Nico qui a fait sa thèse en informatique, qui ne sait pas ce que c'est qu'une paillasse. J'ai pas fait ma thèse en informatique, j'ai fait des maths. Arrête de m'insulter. Bon, on revient sur Marie-Charlotte. En même temps, si t'as fait un TP au lycée, t'as déjà bien vu une paillasse, non ? C'est là où il y a vraiment loin. On va pas en parler, on en parlera dans les bonus. Mais c'est un débat super intéressant, la paillasse. Je pensais pas qu'on allait passer 2 minutes dessus, mais si vous voulez. Attends, tu rigoles, mais il y aurait des choses à dire sur parce que la paillasse, du coup, quand tu dis la paillasse, en fait, on va poser les questions du coup sur ta thèse, même si on a plein d'autres sujets là-dessus. Mais quand tu dis, quand on fait une thèse de bio, est-ce qu'on bosse plus derrière un bureau avec côté ordinateur ou vraiment sur la paillasse où il y a des expériences à faire?
Ou ça dépend? Ah non, sur la paillasse. Sur la paillasse, c'est d'ailleurs un des grands regrets que j'ai finalement après coup, c'est de me dire j'aurais dû plus passer de temps derrière mon ordi à lire, à m'informer, plutôt que de faire des expériences dans la hâte. Mais c'est toujours pareil, on n'a pas beaucoup de temps et on passe notre vie sur la paillasse, clairement. D'accord. Ah ouais, enfin moi en tout cas c'était le cas. Ok. Bon, je vous laisse continuer les gars, parce qu'il y a plein de choses à demander. On va revenir sur ta recherche un peu plus tard. Ce que je te propose, c'est qu'on commence donc par comment est-ce qu'on t'a connu et comment est-ce que beaucoup de gens t'ont connu. Donc, ton expérience à ma thèse en 180 secondes. Mhm. Donc, déjà, est-ce que tu peux décrire un peu ce que c'est que ce prix et ton histoire au sein de ce prix? Ouais, alors ma thèse en 180 secondes, en fait, l'idée au départ, elle était australienne, ça s'appelait 3 Minute Thesis, ça a été inventé en 2012 et c'est le Québec qui a voulu faire ça en français, c'est donc l'association francophone pour le savoir, l'ACFAS, qui a lancé le concours quelques années après, non, ouais, eux c'était en 2012, autant pour moi, et 3 Minute Thesis c'était quelques années. Et ils ont voulu l'étendre à tous les francophones, donc en 2014 c'était la première édition avec la France, il y avait le Maroc et la Belgique. Et cette année, il y a eu beaucoup plus de pays. Ils ont intégré d'autres pays, d'autres pays d'Afrique. Donc, ça a eu beaucoup de succès. Donc, le but, c'était de décrire ces travaux de recherche en 3 minutes. Mais le but, c'est d'être vraiment le plus sensible possible pour tout le monde. Et juste pour ceux qui voudraient voir, les vidéos sont disponibles sur Internet, si je dis pas de bêtises, pour non seulement la tienne, mais même toutes, voilà. Pour si on veut avoir une idée, quoi. Ouais, bien sûr, elles sont sur le Docteo, je crois, qui héberge pas mal de vidéos, en tout cas des Français. Mais pour l'instant, la finale internationale, c'est le 29 septembre, donc je crois qu'elles ne sont pas encore en ligne. Mais, ouais. Il y en a beaucoup sur YouTube aussi. Et du coup, je voulais savoir un peu de toi, comment est-ce que tu es venu à faire ce truc-là? En fait, on a reçu un mail, tous les doctorants de la fac, qui nous parlait de ce concours qui était inconnu en France, vu que c'était la première édition. Et je sais pas, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ce mail. Je me suis dit, mais n'importe quoi, là, 1 minute par an, mais comment c'est possible? Et impossible. Donc, je sais pas, le défi m'a plu. J'étais à une période de ma thèse qui n'était pas forcément la plus rose, donc j'avais envie de me changer les idées. Mais j'avais pas trop le temps de me former, parce qu'il y avait une formation quand même qui était organisée par l'université de Strasbourg, en tout cas, avec un comédien, un acteur, quoi, qui nous formait au théâtre. Et moi, j'y suis pas allée parce que j'avais des manips. Donc, je suis arrivée là-bas, mais complètement en touriste. Je savais même pas où j'allais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un amphi de 300 personnes qui étaient là pour nous écouter. Je fais, merde. Je passais dans les dernières, en plus, à Strasbourg. Et tous les candidats, ils étaient rodés au mot près. Alors que moi, c'était vraiment freestyle. Et je crois que c'est ça qui a plu, en fait. Parce que c'était pas joué. C'était vraiment assez... Ça, c'est une question intéressante. Ça veut dire que tu n'avais aucune formation avant de théâtre ou de jouer sur scène ou de même je sais pas, de vulgarisation avant ça? Moi, je faisais depuis 2 ans la fête de la science, parce que j'aimais bien. Donc ça, c'est un truc qui me plaisait. Mais j'avais fait du théâtre quand j'avais 16 ans. Je sais pas si ça compte, parce que bon, j'en sais rien, ça dépend ce que tu nous racontes. C'est toujours pareil, tu sais. Ouais, voilà, j'ai fait 2 ans de théâtre quand j'étais au lycée avec un petit théâtre de village, quoi. Mais c'était super sympa et j'avais envie d'y retourner. Mais je m'attendais quand même pas à ce qu'il y ait autant de monde dans un amphi pour écouter des chercheurs raconter tous leurs travaux en 3 minutes, quoi. Mais j'étais incroyablement surprise. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les gens, il y a vraiment un public, quoi. Les gens sont intéressés par la science et veulent savoir ce qui se passe dans les laboratoires, ils veulent nous écouter. Et c'est d'ailleurs le succès de ce concours, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment un public derrière. Ce qui donc, oui, il y a un vrai public, c'est pas juste... Je rebondis. Parce que moi, j'aurais imaginé que c'était beaucoup des thésards, en gros, qui partent... Comme souvent, en fait, finalement, la vulgarisation en sciences aussi, dans ce genre de trucs, c'est que c'est des thésards qui se parlent thésards, en gros. Non, pas tant que ça. Il n'y avait pas beaucoup de thésards dans la salle. Je pense notamment à la finale nationale de l'année dernière où j'étais jury. Il y avait, je crois, 800 personnes, un truc comme ça, 7 ou 800 personnes. Et c'était full. Les inscriptions en ligne, parce qu'il fallait s'enregistrer, étaient full, mais genre bien avant la date de l'événement. Donc j'étais vraiment surprise. Et il y avait vraiment de tout, quoi. Pas forcément des chercheurs. Et j'ai l'impression en plus qu'il y a eu une communication dans la presse et dans les médias assez importante, en tout cas de la première édition et même des suivantes. Ah oui, parce qu'en fait, c'est donc en France le CNRS et la CPU, la conférence des présidents d'université, qui ont organisé le concours et ils ont mis le paquet sur la com. Et c'est toute la DIRCOM de ces 2 organisations qui ont organisé ça, justement, de vraiment faire tout un battage. Ils ont été très forts. Ils ont recruté Mathieu Vidard de La Tête au Carré, donc pour animer l'émission, pas l'émission, le concours. Donc c'est ça, c'était vraiment bien organisé, quoi. Ils sont très forts. Ok, t'avais d'autres questions, Pierre ? Ouais, tout à fait. Justement, le ressenti de tes collègues, de tes supérieurs, de tes proches par rapport à ton implication dans ma thèse en 180 secondes, est-ce que c'était positif, négatif ?
Ça dépend desquels. Ouais, bon, la vulgarisation quand même dans la recherche, c'est pas toujours bien vu. Hein. Je me suis pris des sales remarques, pas de ma boss parce qu'elle adore la vulgarisation, elle est assez impliquée là-dedans, donc elle m'a assez encouragée. Mais par contre, ouais, il y a des chercheurs qui m'ont dit mais attends, mais on peut pas parler de science comme tu fais. Non mais attends, en plus ce concours, on peut pas rentrer dans les détails, toute la beauté de la biologie est perdue. Enfin bref, ça m'a un peu énervé. On m'a dit mais t'es le pitre de la biologie quoi. Tu t'es pris quoi comme remarque en fait, sans les moquer trop, je veux dire, il y a en dehors du pitre de la biologie et tout, il y a des choses où tu t'es dit en effet là, peut-être qu'il faut que je fasse attention à ça. Enfin, j'imagine que tu as dû apprendre un peu sur le tas à ne pas faire des erreurs de vulgarisation du fait de certaines remarques peut-être exagérées, mais qui t'ont appris quand même quelque chose. C'était pas là-dessus, en fait, c'est pas sur les erreurs de vulgarisation. C'était peut-être parce que ma chef, elle en avait peut-être un peu marre qu'on parle tout le temps du rectum, du verre. On se fout déjà assez de notre gueule en séminaire. Elle fait « Oh non, t'as joué là-dessus !» Elle en a trop marre. Mais ça va. Enfin, elle le disait en rigolant. Et puis c'est surtout d'autres collègues directs qui m'ont dit « Mais t'as pas une thèse à faire, là, c'est quoi tu fais quoi là ? Tu perds pas un peu de temps ?» Enfin, bon, j'étais vraiment surprise du mauvais accueil par certaines personnes. Et par contre, il y a plein de chercheurs, surtout des jeunes chefs d'équipe qui m'ont dit « Ah mais c'est bien, faut faire de la vulgarisation. De toute façon, il n'y a plus de thunes dans les caisses de l'État, faut aller parler aux gens. » Donc c'est les dons des Français qui font vivre la recherche. C'est bien de leur donner un petit retour et je suis assez d'accord avec ça. Mais du coup, concrètement, est-ce que ton implication, ça t'a éloigné de ton travail de recherche ? Ah non, franchement. Être parfaitement net. Ah bah non, moi je trouve pas, enfin, parce que déjà, dès que j'avais eu une interview ou même le voyage au Québec, j'ai tout pris sur mes vacances. Ouais, bon d'accord, un thésard c'est pas censé prendre des vacances, mais n'empêche que c'était pas sur mon temps de travail. Et au contraire, c'était vraiment une période de ma thèse où il y avait pas mal de trucs qui marchaient pas, et ça m'a redonné un peu de baume au cœur. Pas dans le sens où voilà, j'ai une révélation, la vulgarisation, faut que les gens soient fiers de moi. Non, pas du tout, c'était vraiment juste que ça m'a redonné un peu de baume au cœur et de confiance en moi pour d'autres trucs. Je crois que j'ai jamais été aussi productive que l'été 2014 après le concours national, quoi. Donc non. Un truc qu'on entend souvent dans les gens qui vulgarisent la science, et ça me fait réagir à ce que tu viens de dire là, est-ce que tu as aussi appris ou avancé sur des éléments de ta thèse du fait des réactions ou des questions que tu as pu avoir après ta présentation ? Ah non, pas du tout. Pas du tout, d'accord. Parce que des fois, on entend des gens qui disent que les gens qui sont à l'extérieur te donnent et moi, j'ai rencontré ça au Palais de la Découverte, où te donnent des questions où des fois, ça te fait réfléchir. Mais là, pas spécialement, en fait. Non, pas spécialement, parce que j'allais pas du tout dans le détail. J'ai surtout présenté le modèle du labo, qui est donc cette cellule rectale dans ce petit verre qui va se transformer en neurone. Mais on travaille tous là-dessus. Et moi, je travaille sur juste une étape, l'initiation du processus. Et ça, c'est des détails moléculaires où je pouvais pas aller dedans. Donc, je sais pas comment on aurait pu m'aider sur... Il y a une phrase du pitch qui parle de ce que j'ai fait en thèse, des gènes que j'ai découverts. Et il y a une phrase. Donc, je sais pas comment ils auraient pu m'aider. Mais donc, du coup, moi, non, ça m'a pas aidé, scientifiquement parlant. Et donc au niveau de tu disais donc t'es surprise des réactions de certains de tes collègues qui trouvaient que la vulgarisation scientifique n'était pas c'est très importante. Toi, qu'est-ce que t'en penses vis-à-vis de la vulgarisation scientifique ? Qu'est-ce que t'en pensais et est-ce que ça a changé depuis le prix ? Ah bah, je trouve ça bien dommage parce que déjà je trouve qu'on gagnerait beaucoup à enseigner même aux très jeunes la réflexion scientifique. Enfin, je vois tellement de gens qui me sortent des absurdités disant ouais, tu te rends compte, voilà, manger du lait de soja ça enlève le cancer. Je me dis mais elle est où l'étude derrière ? T'as fait l'étude en triplicate peut-être ? Enfin, j'aime bien que les gens se posent des vraies questions, ils aillent chercher les sources et ça on aurait vraiment, on gagnerait à enseigner les sciences et la manière dont on fait les sciences. Et puis même on produit du savoir nous les chercheurs, c'est un peu légitime de le diffuser comme je l'ai dit avant. Enfin moi personnellement ma 4e année de thèse, elle a été financée par la FRM, donc la Fondation pour la recherche médicale. Ça vit des dons des Français. Et nous, derrière, on va rester dans notre tour d'ivoire et on dit oui, bon, ça va, hein, on va quand même pas aller expliquer au commun des mortels assez profane ce qu'on fait. Attends, ça sert à rien. Enfin, moi, je l'ai entendu quand même de certains de mes collègues. Mais ça sert à rien. Mais qu'est-ce que tu veux là, ça va les faire marrer. Ils vont pas chercher plus loin. Alors que je pense que c'est faux. Ce concours, il est là pour ça. Pour que, en 3 minutes, on donne un peu envie aux gens de savoir ce qui se passe dans nos labos, quoi. Enfin, j'espère. Donc non, c'est super important. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Mais on voit dans les grandes chaînes, il y a pas il y a quelques programmes de vulgarisation scientifique, mais je crois que c'est pas dans la mentalité des chefs de chaîne de mettre des programmes scientifiques. Et c'est alors qu'il y a une vraie demande, quoi. Les gens sont intéressés. Après, il y a une vraie demande, oui et non. Si tu parles de la télé, c'est aussi des émissions qui ne marchent pas. Hein. Les émissions culturelles et scientifiques sont des émissions qui aujourd'hui font un audimat qui est très très relatif, quoi. C'est aussi pour ça que je suis pas forcément d'accord parce qu'ils ont arrêté C'est pas sorcier. J'ai eu la chance chez Schneiderman de rencontrer Fred et Jamy
Et il m'a dit qu'ils faisaient autant d'audience qu'avant et ils ont arrêté parce que bon voilà, ça coûtait cher les émissions, ça coûtait moins cher de mettre 3 mecs dans un loft. Enfin, j'ai halluciné quand il m'a dit ça. Mais non, ça marchait pareil. Et moi naïvement, j'ai fait mais attendez, mais c'est le service public normalement. Et puis là ils ont rigolé. Ouais, voilà. Donc non, je suis pas d'accord. Quand je vois les vidéos YouTube de jeunes youtubeurs qui font de la vulgarisation scientifique, elles sont quand même pas mal regardées, quoi. Je pense qu'il y a une vraie je suis d'accord avec toi sur le YouTube, etc. Et puis moi, je suis friand de ce contenu, mais je sais que quand je me suis renseigné, enfin, à chaque fois que je me renseigne sur le sujet et tout, je me rends compte qu'en effet, les émissions qui tentent, alors C'est pas sorcier est peut-être un cas à part, surtout que maintenant il y a un effet générationnel, ont en général des audiences qui sont assez mauvaises en fait. Bon après, c'est pas non plus la qualité extraordinaire qui en général est choisie pour le service public, mais c'est vrai que je pense que c'est pour ça qu'ils sont aussi très très frileux, quoi. Du coup, toi, tu as dû voir la différence justement avec peut-être ce qui se passait au Québec. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence de perception de la vulgarisation par le monde de la recherche et par le public en général ? J'avais l'impression que les doctorants étaient plus encouragés, en tout cas au Québec, quoi. Ils voyaient plus ça comme quelque chose de super. Allez, ça nous entraîne à la communication, parce que c'était quand même une des parties les plus importantes du travail du chercheur. Maintenant, malheureusement, c'est de faire monter les dossiers pour récolter de l'argent. Enfin, en tout cas, en France, c'est comme ça, et même un peu partout. Et il faut savoir vendre son sujet, communiquer, aller vendre son sujet à des gens qui ne sont pas des scientifiques. C'est vraiment important aussi, quoi. Et ils voyaient les côtés positifs, alors que moi, je me suis pris quand même vachement de côtés négatifs, entre guillemets, ici en France, quoi. Après, par contre, niveau relais de l'information du concours au Québec, c'est zéro, hein. Enfin, il n'y a pas eu de retombées pour les candidats. Enfin, je me rappelle à l'époque, celui qui était arrivé 3e, c'était un Québécois. Et il disait, ouais, non, mais moi, je n'ai pas été invité par la ministre, tout le monde s'en fout, les vues sur YouTube, elles décollent pas. Enfin, qu'est-ce qui se passe chez vous, là? Je sais pas. On a un bon service de com au CNRS. J'aime beaucoup ta retranscription de ce qu'a dit le Québécois avec même l'accent. J'ai fait l'accent? Ah bien, c'était léger, mais oui. Je l'ai fait très mal. J'aurais pas osé. Il le prendrait mal. Enfin bon, c'est vrai que chez nous, la première édition, ça a été très relayé, et puis je sais pas, tout le monde s'est emballé. Belkacem, elle nous a invités au ministère. Enfin, c'était d'accord. Ok, bon, on y va. Enfin, je sais pas, il y a eu un engouement chez nous en France quand même. Pour ce concours, l'air de rien, la vidéo de ma présentation régionale, elle a été vue 170 000 fois pour un petit truc de vulgarisation. Moi, j'étais vachement surprise. Je me dis, mais c'est ouf. Comment ça se fait que c'est partagé comme ça, quoi. Enfin, comme quoi, ça intéresse les gens. Ouais. On mettra les liens pour écouter tes vidéos dans la chatroom et dans le dossier. Est-ce qu'on peut passer le premier extrait, Nico ? Quand on se représente les futures grandes découvertes en biologie dans un futur plus ou moins proche, on s'imagine qu'on pourra peut-être remplacer nos cellules qui sont lésées ou dégénérescentes ou même vieillissantes, pour les adeptes de la vie éternelle, et qu'on pourra les remplacer à partir de cellules qui viennent directement de nous. Donc l'idée, ce serait de prendre des cellules qui sont disponibles, directement sous la peau par exemple, et de les forcer à changer d'identité pour devenir par exemple neuronales, pour aider pour la maladie d'Alzheimer par exemple à recréer des neurones. Alors ça paraît un doux fantasme de chercheur qui se prend pour Dieu, ouais, ça nous arrive pas mal. Mais en fait, ça existe déjà dans la nature, une cellule différenciée qui va pouvoir changer d'identité, et c'est l'un de ces processus que j'étudie pendant ma thèse. Alors ça prend place dans ce petit verre là, qui n'est pas plus grand qu'un millimètre. Alors rigolez pas, on a 50% de gènes en commun avec ce petit verre. Et un phénomène absolument extraordinaire qui m'a captivé tout de suite, dans son rectum, il y a une cellule qui va avoir une crise identitaire de fou et qui va en avoir vraiment marre de sa condition rectale, elle va avoir envie de devenir un neurone, donc elle va sortir complètement du tube digestif, aller un peu plus loin et devenir un neurone parfaitement fonctionnel. Voilà, c'était un extrait donc de ton spectacle, pas de ton spectacle, je crois que je l'ai pris dans le. C'est le régional. C'était le régional celui-là. Putain, c'est celui qui est freestyle, ça se sent. Ça se sent. C'est super impro. Ah, j'ai dû écrire mon texte la veille, c'était un truc, c'est n'importe quoi. Mais en 180 secondes, c'est énorme alors du coup, sans préparation, bravo. Mais il y avait le chrono qui est devant et je l'ai révisé le matin même dans la voiture. Enfin bon, c'était pas mal. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être un peu moins stressé que les autres. Ouais, c'était genre foutu pour foutu, allez on y va. Je vais laisser Pierre du coup parler de ta recherche. Ok. Ouais. Allons-y, puisque justement ton modèle de recherche, on l'a entendu juste là dans le petit extrait, c'est un ver, donc un ver nématode, c'est Neuroptytis elegans. Est-ce que tu peux nous le présenter brièvement? Quels sont ses avantages en recherche pour en faire un organisme modèle?
Ouais, alors Célégance, Sabot est un tout petit ver. Bon, déjà, on a pas mal de gènes en commun. Il y a beaucoup de gènes très importants pour des processus biologiques qui sont conservés déjà chez Célégance, de Célégance à l'homme. Il est tout petit, 1 mm, une petite boîte de pétri de 3 cm et des bactéries, ça suffit pour qu'il vive paisiblement. Et contrairement à la souris, où vous avez 21 jours de temps de génération, c'est-à-dire le temps d'avoir un adulte qui va faire un petit qui va être fertile, il y a 21 jours, et chez le ver, il y a 3 jours. Donc c'est assez pratique. Et puis si vous en avez marre de les cultiver, vous les congelez, vous les redécongelez 10 ans après, il y a survivre. C'est super. Ils sont complètement transparents. Alors comme on peut voir à travers, on peut voir vraiment la dynamique de ce qui se passe dans ces cellules. Et ce que j'aime bien chez cet animal, et ce que beaucoup de chercheurs adorent dans ce petit ver, c'est qu'il a un nombre de cellules fixes, qui change jamais, à peu près. On va dire ça comme ça. Et donc on peut savoir quel destin va avoir telle ou telle cellule. C'est très très précis et ça nous permet d'anticiper des transformations cellulaires. Voilà. J'ai mis un gif animé d'un ver Cénorhabditis elegans qui passe. Comme ce que je viens de dire est assez chiant, c'est parfait. C'est parfait. Non, mais justement, c'est quand même hyper important. On comprend bien les aspects importants. Il est transparent, il a un temps de génération rapide, il a un lignage cellulaire. C'est un lignage cellulaire invariant, voilà, c'est ça. D'accord. On a étudié, il y a plein de choses qui sont étudiées chez le ver, la durée de vie, la mort cellulaire programmée, l'épigénétique. Il est utilisé pour beaucoup de choses parce qu'il est très pratique. Vous posez un ver qui sont hermaphrodites, ils s'autofécondent, vous en mettez un sur une boîte, 3 jours après vous en avez plus de 100, donc c'est vraiment très très pratique. Personnellement, moi, je l'ai eu en étude pour l'évolution des cellules de la vulve. Donc voilà, chacun son truc. Ah, mais j'ai aussi bossé là-dessus, ouais. Vulve et rectum, waouh. C'est les mêmes gènes impliqués. Alors du coup, j'ai beaucoup bossé sur les gènes de la vulve, et dont un de mes mutants qui faisait que le ver avait 5 vulves. Et ça, c'était sympa à voir. Voilà, pour la petite anecdote. La pentavulve, d'accord. Et du coup, quels sont les pires préjugés que tes proches ont pu avoir concernant ton organisme modèle ? Mes proches ou mes collègues parce que proches, les deux, ah oui, d'accord, ça peut aller carrément. Donc... Ouais, mais oui, parce que même s'il y a eu des prix Nobel grâce à ce petit ver, quand même, on nous regarde du genre, vous êtes même pas avec les vertébrés, la loose, quoi. Genre, voilà, je pense que c'est pas que c'est pas pris au sérieux, mais on nous demande beaucoup plus pour les publis. Bon, déjà parce que c'est plus facile, chez la souris, vous voulez faire un organisme génétiquement modifié, c'est plusieurs années, si vous voulez, voilà, de A à Z, alors moi, je mettais 15 jours. Donc, on nous demande beaucoup plus, et parfois, bon, c'est vrai que on nous regarde un peu, genre, ouais, le ver. Enfin, voilà, c'est moins noble que la souris, clairement, quoi. Et quand je parlais aux gens de ce petit ver, c'est vrai qu'on se demandait pourquoi on étudiait ça. On fait, mais ça sert à quoi ? Enfin, moi, la question que j'avais le plus souvent, mais ça sert à quoi d'aller voir dans le rectum du ver une cellule qui devient un neurone, alors que c'est super intéressant. C'est en dehors du fait que ça soit une cellule de rectum qui devienne un neurone et que c'est sympa, que c'est rigolo, c'est quand même extrêmement intéressant scientifiquement, une cellule qui a une identité bien rectale et qui va changer radicalement de destin cellulaire. C'est rien que fondamentalement parlant, c'est intéressant, clairement, quoi. C'est cool. Moi, je travaille vers un annélide marin. J'ai à peu près les mêmes... justement les mêmes réflexions, sauf que je peux pas dire que c'est un organisme modèle idéal parce que c'est pas du tout le cas. Donc, ah ouais, c'est séquencé au moins ou parce que je sais pas. Oui, c'est séquencé, mais c'est le bordel. Enfin bref. D'accord. J'ai une question de néophyte complet, mais comment on trouve ce genre de ver et qu'on se rend compte de sa particularité génialissime ? C'est vrai que le premier truc, quand j'ai lu les publis du labo avant d'y rentrer, j'ai fait, mais comment elle a trouvé ça, ma chef ? Mais comment elle a trouvé qu'il y avait une cellule de son fion qui donnait un neurone ? C'est très mystérieux pour moi. Dans l'histoire, il y a bien forcément un pervers quelque part qui a essayé des trucs pas... Alors c'est peut-être Sidney Brenner, un prix Nobel, qui lui a suivi le destin cellulaire de chaque cellule avec Sulston, un autre grand chercheur. Donc ils ont regardé quel devenir, à partir de la première cellule, la cellule œuf après la fécondation, ils ont regardé exactement quelle cellule devenait quoi, et ils ont marqué ça très précisément dans une publication. Donc et il y avait marqué cellule rectale devient neurone. Et c'est comme ça que ma chef s'est intéressée à ça. Elle a vu ça, elle a fait tiens, c'est super intéressant, et elle a ensuite approfondi le domaine. Mais ça a été découvert plus ou moins par hasard. Personne n'a cherché. Ouais, donc on est vraiment dans ces connexions un peu par sérendipité qui se font parce qu'il y en a un qui fait une recherche qui a un sujet un peu connexe et puis une autre personne qui cherche des choses qui se modifieraient en neurones et puis trouve ce truc-là et se dit c'est génial, c'est parfait pour nous, quoi. C'est exactement ça. C'est souvent comme ça dans la reprogrammation cellulaire naturelle. C'est souvent par hasard qu'on tombe sur le truc, quoi. Parce que voilà, il y a rien qui vous dit tiens, je suis sûr que dans le cœur du poisson zèbre il y a une reprogrammation. Enfin c'est souvent des trucs qui arrivent par hasard.
Par contre, Sidney Brenner, pour l'utilisation de C. elegans, lui, très clairement, c'est presque la première fois qu'on avait un organisme modèle qui avait vraiment été choisi sur une liste de critères, dont la facilité de l'élever et tout ça. Donc, ah oui, clairement, lui, c'était ça son objectif. Hein. D'ailleurs, c'était parce que tous les avantages qu'il y a sur C. elegans, il y avait un des avantages dans ce modèle, c'est qu'on ne pouvait pas faire des OGM comme on voulait exactement, mais depuis qu'il y a eu la révolution du CRISPR-Cas9, qui est une méthode d'édition du génome assez facile, chez nous maintenant on a tous les outils. C'est juste que ça reste un verre quand même. Et donc dans la nature, on le trouve où ? Les fruits pourris, partout dans le globe, vous en trouvez partout. Voilà, un peu partout. Celui-là en particulier, je sais qu'il y a une chercheuse qui ramasse pas mal de fruits pourris partout en France pour faire des petites collections perso, donc vraiment vous en trouvez partout. C'est comme ça que tu rentres dans des univers où les gens te disent « Pouvez-vous me donner vos fruits pourris s'il vous plaît ?» Non mais tu rigoles, mais quand elle est venue faire un séminaire à l'IGBMC, elle nous a demandé de ramener des fruits pourris. C'est comme ça que j'ai su qu'elle faisait ça. Et donc, la Drosophila melanogaster, c'est une petite mouche, un autre organisme modèle. Et si je ne m'abuse, c'est pareil, c'est sur les pommes pourries, quoi. Oui, ça c'est donc, il y a une tendance, en fait. Ouais, il y a une tendance au truc dégueu. La vulve, le rectum, les trucs pourris. Enfin voilà, nous on va chercher les innovations de demain en se salissant les mains. Tu vois, c'est ça être un vrai chercheur. Et la drosophile, c'est un bon exemple, parce que on a découvert des trucs grâce à ce petit organisme modèle qui n'est pas non plus un vertébré. Et pourtant, on apprend des trucs, quoi. Je ne sais plus si vous l'avez déjà dit, mais j'ai peut-être eu un moment d'inattention. Un organisme modèle, c'est quoi ? C'est un organisme qui est suffisamment simple pour qu'un modèle le définisse parfaitement ? C'est pas forcément la simplicité, je dirais, mais c'est des animaux qui sont utilisés en laboratoire et où il y a des outils, où il y a souvent des outils qui permettent de les étudier, ce qui n'est pas le cas pour tous les organismes. Ils sont pas tous séquencés, on n'a pas tous l'ADN, et ça c'est très difficile de travailler avec. Et même il y a des organismes qui sont très intéressants, je pense notamment au planaire, qui est une sorte de verre plat, pour faire simple, on peut le découper en je sais pas combien de morceaux, on le découpe en deux, ça fait 2 organismes, on découpe la tête en deux, il y a 2 têtes, enfin tu peux le découper en centaines de morceaux, ça fera 100 organismes qui repoussent. Et par contre, c'est très difficile de l'étudier parce qu'il n'y a pas d'outils. Et ça, c'est bien ça le problème. C'est l'avantage de C. elegans, c'est qu'il y a plein d'outils pour l'étudier. Est-ce que ça veut dire des outils ? C'est des outils pour le modifier, pour... Entre autres, pour le modifier, en particulier pour éteindre des gènes, pour modifier l'expression de certains gènes. C'est vrai que c'est pas facile sur le planaire. D'accord. En fait, c'est comme si on avait une sorte de carte à programmer biologique, quoi. Je sais pas, pour essayer de dire, je sais pas, un truc sur lequel on peut. En gros, on a un truc sur lequel on peut jouer, on peut modifier des trucs, alors que la plupart des organismes ne vont pas le faire. Il y a des outils qui marchent chez certains organismes et d'autres pas. Parce qu'en fait, moi, l'image du béotien que j'ai, c'est qu'on vous file n'importe quel organisme, vous pouvez commencer à jouer dessus, mais en fait, c'est pas vrai. Ah, ok. Carrément pas. Enfin, je sais que dans le domaine de la reprogrammation cellulaire, il y a une méduse qui est assez connue parce qu'elle est potentiellement immortelle. Elle devient adulte et puis si les conditions environnementales vont pas très bien, elle redevient jeune, quoi. Enfin, ça, c'est un truc hallucinant. Et pourtant, les gens qui essayent de l'étudier se cassent les dents parce qu'on manque d'outils, c'est pas séquencé. Enfin, alors que potentiellement, c'est super intéressant et c'est pas facile à avoir en culture. Donc c'est tout ça le problème, quoi. En gros, c'est 3 critères, quoi. 3 critères pour savoir si un organisme peut être bien modèle, c'est qu'il soit facile à élever, qu'il ait des outils pour jouer avec son génome et que son génome soit séquencé. Alors, le séquençage de génome, maintenant, ça se fait pratiquement pour n'importe quel organisme. Maintenant, c'est plus un problème, mais il faut l'élever et il faut qu'on ait les outils. Et quand on dit faut l'élever, il faut donc aussi que son temps de génération il soit court. C'est-à-dire qu'un éléphant, c'est pas la peine, quoi. C'est chaud. C'est trop gros et c'est trop long. J'en profite de l'interruption pour faire remonter une remarque de la chatroom. C'est notre Robin National qui, hélas, peut pas être là à cause d'une mise à jour de Skype ou de son ordinateur. Mais on parlait tout à l'heure de qui a fait le premier truc dégueulasse pour se trouver le verre. Et il y a LJJ qui a réagi en disant que de toute façon, la science, c'est pas un peu tout le temps des gens qui font des trucs bizarres et qui découvrent des trucs à un moment ou à un autre. Et Robin conclut en disant, d'ailleurs, comme disait le chat, le premier mec qui a traité une vache, il voulait faire quoi exactement ? Je crois qu'on a à peu près conclu la chose. Je peux pas dire mieux là. Faut aller chercher les infos là où c'est dégueulasse. Je suis désolée, c'est ça la science, messieurs. On est des passionnés, nous. C'est ça. Bon, les enfants, on reprend à partir de la recherche là. Oui, je t'en prie. Je sais pas où t'en étais. Ouais, j'allais parler de ta publication, donc on est parti. Bon, tu publies, moi. Ouais, mais justement, j'ai fait un tour de tes publications scientifiques. Il n'y en a pas beaucoup.
Il y en a 2 sur PubMed. Il y en a une dans Science, quand même, voilà. Ah ouais, dans Science, bon, je suis 5e auteur, hein, donc faut pas s'emballer. Moi, ma publication de premier auteur, j'espère qu'elle va sortir en 2017. Je prie. Voilà. Ah non, la quasi-totalité de mon travail de thèse n'est pas dans les publications. Voilà. Parce que juste pour les extérieurs et puis en fait pour plein d'autres domaines que la biologie, en gros les auteurs sont classés par ordre d'importance et c'est les 2 premiers auteurs qui sont le plus importants, c'est ça ? Ouais, il y a le dernier auteur aussi qui est important parce que c'est le chef de labo. Mais on va dire le premier auteur, c'est quand même le plus important, c'est celui qui a mené toute la réflexion et la plupart des expériences, quoi. Donc là, pour le Science, c'est Steven Zurin qui est mon collègue, qui est absolument brillant, qui a mené quasiment toute l'expérience. Et moi, ma participation dans ce truc-là, en fait, faut quand même dire que je suis la seule auteure de cet article qui au départ bossait pour ma gueule. Voilà, je bossais complètement pour ma gueule. J'ai essayé de trouver des nouveaux gènes impliqués dans le processus. Et tous les gènes que je trouvais, en fait, allaient vachement plus à son projet, donc je lui ai filé et c'était cadeau. Voilà. Mais en fait je n'ai jamais voulu l'aider, Steve, moi je voulais pas, moi c'était pour moi clairement, quoi, alors que les autres ils ont vraiment bossé pour lui, mais bon, c'est comme ça. Je précise parce que en maths la tradition c'est plutôt par ordre alphabétique en fait, les ordres d'auteurs, vous comme êtes quoi ça dépend des domaines. Ah ouais, non, nous c'est pas comme ça, un premier auteur il a tous les lauriers. C'est aussi et puis parce qu'il y a autres, beaucoup moins d'auteurs en fait en général dans une publi de map. Déjà si t'as 4 auteurs c'est déjà beaucoup, quoi. Ouais. En bio, ça peut aller loin. Hein. Il y a une collaboration entre équipes. Ouais, une fois, j'ai vu des 50 auteurs. Enfin, n'importe quoi. Donc oui, moi, Steve, j'étais ravie de l'aider, quoi. Mais au départ, je voulais pas l'aider. Mais il était sympa. Il m'a mis sur la publi quand même parce qu'il a utilisé les outils que j'avais fait. Donc voilà. C'était cool d'être sur un Science quand même. Même en 5e auteur, ça fait plaisir. Quand tu parles d'outils, tu parles de mutants ? De mutants, exactement. C'est les mutants que j'avais trouvés. C'était des mutations dans des endroits particuliers de telles protéines qui l'intéressaient beaucoup et ça collait plus à son projet. Donc j'ai fait, voilà, écoute Steve, ça me fait plaisir. Et voilà. De toute façon, moi, je pouvais rien en faire. Et du coup, ça a boosté ta carrière de recherche un petit peu ou... Parce que c'est arrivé en plein milieu, non ? Je pense que ça m'a aidé surtout pour ma soutenance parce que moi j'ai quasiment toute ma thèse que j'ai écrite c'était un travail qui n'a pas été publié parce que de plus en plus dans les labos on a besoin d'une publication à haut facteur d'impact comme on dit, donc de publier dans une revue prestigieuse et là en l'état on aurait pu publié dans un truc pas trop mal, je pense, mais il y avait vraiment une partie hyper intéressante de ce que je faisais qui méritait d'être exploitée. Donc là, moi, j'ai arrêté, j'ai quitté le labo en mars et j'ose espérer, il y a une postdoc, donc une chercheuse qui est en train de finir mon travail et d'exploiter cette partie que j'ai pu découvrir qu'en 4e année. C'est souvent comme ça, hein, malheureusement, de plus en plus. Hein. Donc, soit je publiais dans une petite revue, enfin dans un petit journal, ou soit là, on espère publier un peu plus haut, mais bon, du coup, on sera 2 premiers auteurs. Voilà. Bon, on croise les doigts pour toi. Et du coup, là, cette publication là, qui est parue dans Science, vu que c'est une revue qui est super renommée, c'est quoi l'impact de cette recherche ? De la recherche en particulier, ouais. Donc pour moi, en tout cas, ça m'a aidé à passer ma thèse vu que j'avais pas de papier en premier auteur. Et en sciences, c'est super intéressant parce que nous, déjà, ce qu'on fait dans le laboratoire, c'est de comprendre comment, naturellement, dans un organisme, sans qu'on induise quoi que ce soit, il y a des cellules qui peuvent changer complètement d'identité, des cellules déjà adultes. Et là, ce que Steven il a mis en évidence, c'est qu'il y a des facteurs, ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques, mais j'ai pas les on va dire des molécules qui vont aider à stabiliser ce processus. Si vous enlevez ces molécules, vous augmentez la température, vous stressez un peu le verre, vous stressez les cellules, et là, la reprogrammation se fait beaucoup moins bien, beaucoup moins bien. Donc l'important, c'est que l'environnement joue un rôle pour une reprogrammation cellulaire qui va être plutôt accomplie, robuste, et pour aider à ce que cette reprogrammation se passe bien, on a des molécules qui sont très importantes pour ça. C'est très très dur de vulgariser ce science. Là, je suis en train de me dire, c'est super. Ouais. Non, c'est dur, c'est un sacré exercice. Ouais. Parce qu'en plus, c'est extrêmement complexe. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Je l'ai survolé, mais j'ai vu en effet qu'il fallait parler de reprogrammation, d'épigénétique. Je me fais, en 180 secondes, en fait, ça c'est mort. Ça, c'est hyper dur, c'est méga dur. Je ne sais même pas comment j'allais l'expliquer là. Ça va, il n'y a que 4 pages.
Il n'y a que 4. Et vous n'avez pas vu les supplémentales data, hein. Enfin, il y a un boulot derrière monstrueux, et il y a des fois, il a résumé en une phrase qu'il a fait en 6 mois. Enfin, il avait tellement de boulot, il aurait dû le publier dans Cell. Enfin, c'est un autre journal où on peut publier un peu plus long. Mais bon, il a commencé par Science, il l'a eu tout de suite. Oh. C'est le problème avec Science, c'est que c'est très renommé, mais c'est vrai que souvent, en tant que chercheur, les articles sont pas très intéressants parce qu'ils sont super. Ils sont très résumés, il faut que ce soit concis, il faut que ce soit compréhensible par plus de gens qu'une revue spécialisée. Et donc, c'est un peu le paradoxe, effectivement, dans mon domaine aussi. Ouais, tout le monde a envie de publier dans ces revues super. Le fait est qu'après, et elles sont très bien citées, mais le fait est qu'après, t'apprends pas grand-chose en les lisant, quoi. Ouais, je pense que c'est très difficile. C'est tellement résumé que du coup on se pose des questions, donc on est obligé d'aller dans les données supplémentaires. Alors du coup on doit aller sur le site et puis il y avait un page de données supplémentaires. Et voilà, et on s'y perd. Mais j'ai toujours un peu effectivement dans mon domaine, les gens disent les papiers Science ou Nature, c'est des papiers de merde à très haut impact. Mais ce qui veut dire qu'en fait, en tout cas, t'en tires rien pour ta recherche, quoi. Bon, en tout cas, avoir un Science, c'est quand même bien pour sa carrière, quoi. Ah non, c'est super. Voilà. Donc, t'en retires peut-être des financements pour ton labo. Ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien, en tout cas. L'équipe de Podcast Science va me détester, mais je voulais revenir sur ce que tu viens de dire et sur ma thèse en 180 secondes, parce que j'avais pas osé le dire tout à l'heure. Tu disais à l'instant là que vulgariser le science c'était un peu compliqué, et en fait dans ma thèse à 180 secondes, j'ai l'impression qu'il y a un peu un compromis à faire si on veut réussir à faire quelque chose de bien. C'est qu'en fait on n'est pas en train de résumer sa thèse en 180 secondes, mais plus générer son domaine de recherche au sens large. Et j'ai vu ça un peu aussi dans... Il y a un concours qui s'appelle, je sais plus, Les chercheurs font du cinéma, où l'idée c'est de faire un petit court-métrage, un peu dans le même esprit, mais en plus long et souvent plus compliqué, parce qu'il faut faire un court-métrage, donc il y a des choses plus ou moins réussies. Et le biais est un peu le même, c'est que soit les gens ont vraiment envie de parler de leur thèse, et c'est souvent très rébarbatif à comprendre, c'est ça. Soit les gens en fait parlent pas du tout de leur thèse, mais pas du domaine général, que en fait toute personne qui a fait un peu de la recherche dans le domaine, voire même des études supérieures dans le domaine connaît. Et là, c'est très sympa. Et donc toi, clairement, dans ce que tu disais, c'est que dans ma thèse en 80 secondes, tu as fait le choix justement de complètement zapper ta thèse, en fait. En fait, non, j'en parle quand même. À un moment donné, je dis que j'ai découvert des gènes qui vont aider la cellule à se reprogrammer et des gènes qui vont au contraire l'empêcher. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait en thèse, mais j'ai pas commencé à donner des noms de gènes. J'ai trouvé l'Inquinza, super gène. Tu as quand même trouvé le moyen de donner l'intitulé, quoi. Voilà, c'était ça un peu l'idée, de dire à quoi ça servise et de trouver des acteurs qui sont importants dans ce mécanisme. Après, je vais plus donner les enjeux, à quoi ça peut servir. D'ailleurs, on est obligé d'en faire trop sur les enjeux. Nous, on est quand même un labo super fondamental. On s'intéresse à un phénomène de reprogrammation cellulaire dans un verre. Et après, on est quand même obligé de dire les applications loin qui peuvent découler de ça, alors qu'en fait, on fait pas du tout de la recherche appliquée, quoi. Enfin, moi, quand je dis c'est bien de pouvoir avoir la recette pour recréer des nouveaux neurones à partir de cellules, peut-être pas rectales, on va peut-être trouver autre chose, quoi, mais des cellules qui soient pas neuronales, voilà, c'est très très loin de ce qu'on fait en réalité. C'est aussi, clairement. Non, mais c'est le cas de, j'imagine, beaucoup de chercheurs. Moi, je suis dans les exoplanètes et c'est vrai que tout le monde dit qu'on va faire un spectre pour trouver des biomarqueurs sur une exoplanète. C'est une introduction que tu fais très souvent dans n'importe quel truc, même scientifique que tu fais. Le fait est que ça interviendra en 2050 si on a de la chance, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, il faut donner un objectif. Je pense aussi peut-être certaines personnes qui avaient quand même bien vulgarisé leur recherche, mais qui n'avaient pas donné les enjeux ni l'objectif, ça parlait pas aux gens. Souvent, c'est quand même assez énervant, parce que quand on fait de la recherche fondamentale, on déteste qu'on nous dise ça, mais à quoi ça sert tes recherches? Mais à faire avancer le savoir, connard, c'est déjà bien, quoi, tu vois. Et tu peux pas répondre ça aux gens. Tu fais, écoutez, ça sert à peut-être faire remarcher des gens. Arrête, ouais, si. Voilà, c'est beaucoup plus impressionnant. Et je pense qu'on est obligé de le mettre dans toutes les recherches de financement, le but un peu quand même à long terme, quoi. C'est malheureusement comment on va sauver le monde, c'est ça qui va nous déterminer on aura de tel ou tel organisme. C'est moche. Ça, c'est à travers le phénomène de transdifférenciation que tu travailles dans tes recherches. C'est un truc qui serait à des fins thérapeutiques à terme, ça?
Ça peut toujours aider. Quand je regarde quand même dans le labo, on a trouvé quand même pas mal de gènes qui sont donc impliqués dans ce processus et qui aident une cellule qui est rectale à devenir un neurone. Et je sais pas, je peux dire que 95% des gènes qu'on a trouvés sont conservés chez l'homme. Donc oui, c'est quand même utile, l'air de rien. Et c'est un bon modèle, il est transparent, on peut observer toute la dynamique de cette cellule qui se transforme au sein du ver sans le couper, sans le tuer. Et ça, c'est un avantage. On peut pas le faire trop comme ça chez nous, quoi. C'est pas facile. Ou alors dans des cellules en culture, mais c'est des populations, c'est très très compliqué. Donc on est obligé d'avoir des organismes simples et du coup ça reste quand même assez fondamental, on n'est pas du tout dans de l'appliquer. Mais bon, ce qu'on trouve, je pense que ça apporte des petites pierres à l'édifice et ça pourra peut-être aider plus tard. Mais pas tout de suite, ça c'est clair. Donc souvent quand on parle de régénération, de fin thérapeutique comme ça, on évoque les cellules souches. Là, la transdifférenciation qui apparaît chez Caenorhabditis elegans, c'est quelque chose d'autre? Non, c'est de la transdifférenciation, mais elle est naturelle et elle apparaît chez un ver. Je pense qu'il y a beaucoup de publications ou de chercheurs qui, eux, vont s'appuyer sur des études in vitro ou même in vivo chez la souris, ou in vitro sur des cellules humaines déjà, et ils vont essayer artificiellement de changer l'identité de la cellule. Donc ça, c'est un domaine qui explose ces dernières années. Donc là, on vous dit dans une publi, on a changé une cellule prise sous la peau en cellule de foie ou en cellule neuronale, une cellule humaine. Donc ça, dès tout de suite, ça parle plus. Mais ça reste dans une boîte, c'est pas parfait. Donc c'est sûr... c'est deux approches différentes en fait. Il y a ceux qui veulent le faire artificiellement pour gagner du temps et qui essayent de le faire soit directement sur les cellules dans des boîtes ou même in vivo dans des souris. Il y a plein de reprogrammations qui ont été faites dans la souris directement au sein de l'organisme, ça c'est très impressionnant. Et il y a des gens comme nous qui essayent de s'inspirer de la nature parce que finalement ce ver il le fait tout seul et quoi de mieux qu'un processus sélectionné sur des millions d'années d'évolution pour avoir quelque chose qui marche. Cette cellule, elle va jamais partir en cacahuète, quoi. Elle va toujours devenir un neurone. On a essayé d'ailleurs dans le labo de la faire changer d'identité en autre chose, on n'y arrive pas parce que c'est un processus qui est très verrouillé. D'ailleurs, dans ma thèse, qui n'est pas publiée, je ne peux pas trop en parler parce que c'est top secret, c'est ça, c'est ce verrou-là que j'ai pu trouver, ce verrou qui l'empêche. Ta thèse n'est pas publiée ? Non, elle est encore en embargo, comme on dit. Mais tu l'as soutenue ? Je l'ai soutenue, mais on peut la laisser cachée pendant 3 ans. Ouais, voilà. Ah ouais. Tant que c'est pas publié. Ah, d'accord. Ouais. C'est comme ça la recherche. J'ai jamais entendu parler de ça, d'accord. Comment vous êtes naïf ? Vous pensez que la recherche c'était pour l'avancée du savoir, mais pas du tout. C'est pour faire des papiers. T'as fait une thèse avec une entreprise privée ou avec un labo public ? Pas du tout, mais non, avec un labo public. Mais en fait, c'est un domaine extrêmement compétitif, la reprogrammation cellulaire. Donc, ce qu'on trouve, on le garde pour nous. Je sais, c'est moche. Moi, je suis bien. naïf, tu sais, je suis dans la recherche en maths, tout ça, donc. Il y a peut-être moins d'enjeux. Je sais pas, vous n'êtes pas 36 à bosser sur les mêmes sujets. Bien qu'on n'ait pas beaucoup à bosser sur le rectum du ver, mais la reprogrammation cellulaire, il y a des trucs vraiment intéressants dans ma thèse, une application de l'environnement. Je vais pas en dire trop parce que si ma chef m'entend, elle va me faire qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as dit ? T'as dit un nom de gène, c'est pas vrai. Bon après il y a peut-être un peu de la paranoïa de dire qu'on va nous copier, mais oui parce que on n'a pas envie de se faire scooper comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'inspirer de ce que vous avez fait, qui n'est pas publié et peut-être le publier avant vous. Alors du coup ça vaut plus rien ce que vous avez fait. C'est quand même assez moche la recherche, hein. Et dire que moi je me suis lancée là-dedans parce que c'était la quête de la vérité et en fait non, il y a tout un système derrière qui fait que non, c'est la quête de la publication la plus prestigieuse pour avoir des subventions et une carrière florissante, voilà. Putain, j'ai foutu une de ces ambiances de merde là. Non. Enfin oui, mais bon ça c'est pas grave, c'est un état de fait quoi. Donc d'ailleurs avec le recul actuel là, si tu devais refaire ta thèse, est-ce que déjà tu la ferais, hein, puisqu'on parlait d'ambiance de merde, est-ce que tu la referais cette thèse, et est-ce que tu changerais quelque chose de la manière dont tu l'as fait ou tu l'as menée? C'est une bonne question ça, est-ce que je la referais ? On va voir si je trouve du boulot en lien avec ma thèse. Là je ferais, mais oui je la referais, nickel, toutes les opportunités. Je crois qu'au fond, là je regrette pas de l'avoir fait en tout cas, parce que ça m'a apporté plein de trucs, l'air de rien, ça apporte une rigueur, j'ai beaucoup aimé pouvoir comprendre les articles scientifiques. Moi je vois la plupart des gens ils se posent des questions sur des processus vivants ou sur des médicaments, nous on peut aller chercher à la source carrément la publi, et ça c'est génial. Moi plein de fois, je sais pas, on sort des trucs à la con et moi je peux te sortir une publi qui dit non, t'as vu, vas-y tais-toi. Je sais pas si je peux donner un exemple, mais l'autre jour j'ai un petit garçon et il a fait tomber sa tétine par terre, alors je l'ai mis en bouche pour la laver, c'est quelque chose un peu dégueulasse, et quelqu'un m'a dit c'est dégueulasse, attends tu vas mettre des bactéries et tout, et je fais non, il se trouve qu'il y a une étude suédoise qui a été menée sur 184 enfants et qu'ils ont été suivis pendant 3 ans, et il se trouve qu'ils ont 88% de risque d'asthme en moins, hein, tu vois,
Et rien que ça, c'est vachement cool. Ça, c'est la Donc classe. lécher les tétines de vos bébés. C'est ça. Grave. Bon, ils auraient plus de chances d'avoir des caries, mais c'est pas grave, les dents, ils vont les perdre. Mais l'air de rien, c'est ça, les gens, ils ont des croyances, ils ont beaucoup de croyances, ils vont jamais voir la source parce qu'ils peuvent pas lire les articles. Et ça, rien que pour ça, j'adore le fait d'avoir fait une thèse pour ça, même si peut-être je trouve pas de boulot. Et on verra. Mais qu'est-ce que je ferais différemment? Je lirais plus. Clairement, hein, j'ai pas assez lu pendant ma thèse, je me suis concentrée sur mes expériences. Je serais peut-être plus rigoureuse, je ferais 3 fois les expériences comme il faut, je ferais pas 2 fois, puis après je passe à autre chose, et puis 1 an après je me rends compte, je fais non, je l'ai fait que 2 fois, non, pas ça. Quand j'ai écrit ma thèse, je suis revenue au labo refaire des expériences et tout, j'ai fait non, c'est pas possible, je l'ai pas fait que 2 fois, non. Enfin bref, un peu plus de rigueur et plus de lecture. Mais c'est peut-être ça aussi, d'une certaine manière, le processus naturel pour faire de mauvais chercheurs. C'est cette phase où on écrit sa thèse et son manuscrit et on s'aperçoit mais qu'est-ce que j'ai fait pendant 3 ans? Moi, je trouve que c'était l'inverse. J'arrivais à la fin de ma thèse en me disant ouais, j'ai trouvé quelques trucs. Et quand je l'ai écrit, je fais j'ai quand même fait vachement de trucs. Là, on s'en rend compte, mais une fois qu'on l'écrit et qu'on revient dans les résultats et dans tout ce qu'on a fait, et puis là, on a plein d'idées. On a les meilleures idées de sa vie parce qu'on a le temps de lire enfin. On se bloque le temps pour ça et c'est trop tard. Voilà. Du coup, là, si on l'a bien compris, ton départ du monde de la recherche n'est pas définitif. Mais est-ce que tu penses que dans un contexte plus clément, tu pourrais reprendre rapidement la recherche, ou est-ce que là, à l'heure actuelle, c'est quand même super difficile? À l'heure actuelle, quand même, en France, bon, un peu partout, hein, mais en France, je trouve que c'est particulièrement visible que c'est quand même pas Eldorado, parce que finalement, vous galérez, vous faites 1, 2, je connais même des gens qui ont fait 3 postdocs, donc 3 CDD de chercheurs après leur thèse, et au final, ils ont le concours ou ils l'ont pas, hein, pour devenir chercheur et être payé une misère. Enfin, il y a tellement peu de postes et en plus, c'est pas très très bien valorisé, quoi. Donc, je sais pas. Est-ce que si ça avait été plus clément, peut-être que j'aurais fait autre chose, peut-être que j'aurais continué. Parce que le métier en lui-même est passionnant, quoi. Justement, comme tu te dis que le métier de chercheur est pas très clément, tu te dis il vaut mieux aller vers le métier de comédien qui a beaucoup plus d'ouverture, quoi. Oui, je quitte la recherche. Salaud. Alors, je quitte la recherche parce que c'est précaire et mal payé, je deviens intermittente du spectacle. Voilà. Non, j'ai pas le statut. Et c'est pour ça que je fais une formation en parallèle, hein, parce que je prétends pas remplir des zéniths et pour l'instant, ça m'amuse bien, mais ça paye pas. Une formation de quoi? Moi, je fais une formation en gestion de projets innovants, donc c'est pour gérer des projets dans tout ce qui est biotechnologie, biomédical. Donc peut-être que je reviendrai dans la recherche, mais pas à la manipulation, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si je vendrai mon âme à bosser dans l'industrie pharma, on verra. Et dans ce contexte-là, est-ce que tu penses que ton expérience de ma thèse en 180 secondes t'apportera un avantage? Ah ouais. Ah, clairement, hein, en fait, j'ai déjà été voir des chefs d'entreprise qui avaient ça et qui m'ont dit mais ouais, on te connaît, rien que ça m'a fait plaisir. Bon, après, ça suffit pas apparemment, mais quand même déjà on se dit il y a un petit talent pour communiquer, dis donc, ça peut peut-être être utile à la boîte, donc ouais, je pense que ça va m'aider, honnêtement. J'espère. Ça se trouve, je me fais des illusions totales, tout le monde s'en fout, je sais pas, on verra. Je trouve que c'est quand même assez hallucinant. Je lui dis, effectivement, tu es capable de parler devant une salle de 300 personnes et ça s'est très bien passé. Et comme tu dis, la boîte se dit peut-être qu'il y a un petit intérêt, mais je trouve ça absolument hallucinant que, oui, si, il y a un énorme intérêt à avoir quelqu'un qui est capable de parler à 300 personnes de manière aussi intéressante, quoi. J'espère moi je le pense, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas autant de gens qui entreprise du coin d'Alsace, si vous m'entendez, dites-nous ce que vous en pensez. Oui, je pense que on n'est pas tous enclins à monter sur scène, hein. J'aime pas non plus le cliché là du chercheur qui est ras de labo. C'est pas vrai, hein, on fait pas mal de séminaires, mais on parle devant nos pairs, ok. Mais on a déjà fait des séminaires devant 200-300 personnes, donc ouais, on est habitué à faire ça. En réalité, on pense. Attends, on est entre nous là, on est dans un podcast, tout ça. Je sais pas comment c'est en bio, tu vas nous le dire, mais moi, toutes les séminaires scientifiques que j'ai assistés, en effet, tu as des gens très polis dans la salle qui écoutent, mais la plupart du temps, personne ne comprend ce que la personne est en train de dire, et la personne qui est en train de dire a bon espoir que les gens comprennent, mais bon, ils ont lâché en général au bout de 5 minutes, quoi. Mais ça, c'est une mauvaise présentation, alors, hein, parce que franchement... Mais t'en as très souvent, je veux dire, en fait, j'exagère un peu, mais... Je suis d'accord, mais il y en a qui y arrivent quand même à parler, bon, ils racontent des trucs, on s'en fout, mais quand même, ils sont devant 300 personnes, mais il y en a qui sont très bons. J'ai déjà été à des séminaires de scientifiques que j'ai trouvé vraiment très très bons, et on les écoutait du début à la fin alors qu'on se venait de se taper une matinée de conférence, mais ça arrive.
C'est aussi parce que tu étais peut-être en thèse, Nico. Je sais que moi, en thèse, j'avais aussi cette impression-là parfois. Après, quand tu vas tous les ans, 2 fois par an à des séminaires, donc même des sujets qui sont assez éloignés de toi, tu as l'habitude de les entendre et du coup, tout devient beaucoup plus compréhensible au fur et à mesure. Même si après, tout t'intéresse pas forcément, mais tu comprends de quoi il parle au bout d'un moment. En maths, alors après, je sais pas comment ça se traduit en bio, tu as le côté caricatural à partir du moment où tu mets plus de 2-3 formules dans une présentation, en général, tout le monde t'a paumé parce que personne n'a les mêmes notations que toi. Non mais personne met des formules en bio. Oui, mais nous on est en maths, tu vois. Non mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine qu'en bio tu peux avoir le même genre de choses que si tu rentres trop dans le gras en fait et que tu n'es pas dans la vulgarisation, vraiment le métier d'essayer d'expliquer ce que tu fais même à des scientifiques. Bah en fait les gens te perdent très vite parce qu'ils sont pas en train de faire la même recherche que toi, ils ont envie de partager, mais je trouve que les posters par exemple sont beaucoup plus efficaces que ça parce que tu as un échange en fait. Bah, je trouve que en fait c'est pas vraiment le détail, c'est souvent l'introduction que je trouve très très faible dans les présentations, et les mecs ils pensent que tout le monde connaît ce sur quoi ils bossent, et ça m'agace souvent, et il y a des gens qui font des très très bonnes introductions et du coup là on peut rentrer dedans clairement quoi, mais à part s'ils utilisent des méthodes que nous on n'a jamais vues, mais après on les a toujours plus ou moins vues dans des publis, à part si c'est franchement éloigné, mais souvent les conférences c'est sur des thèmes un peu communs quand même quoi, mais je trouve que ça va. Mais ça dépend qui, mais ça va. Okay. Pour la majorité j'ai exagéré un peu, mais bon. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup l'effort dans ma thèse. D'ailleurs, mon jury m'a remercié parce que c'était pas des gens qui étaient spécialisés de la reprogrammation cellulaire, pas tous quoi. Donc j'ai fait vraiment une intro qui a parlé de tout l'historique de comment c'était pas accepté dans la tête des scientifiques pour les remettre un peu dans le bain. Et ils m'ont dit merci. Ah non, à chaque fois c'est trop chiant. Et là super. Donc voilà, même dans ma thèse, j'ai fait de la vulgarisation pour les membres de mon jury. Je suis sympa quand même. Et du coup. Moi, je me pose la question, c'est que nécessairement, tu as un contexte un peu différent parce que toi, tu as fait ma thèse en 180 secondes, mais tu es aussi une femme. Et est-ce que tu penses que tu as souffert de sexisme durant tes recherches, ta thèse ou un autre moment ? Oh non, carrément pas. Bah déjà, ma chef de labo, c'est une femme, voilà. En plus, une femme qui a des enfants, ce qui n'est pas toujours évident quand on est chef de labo. Donc elle va pas du tout. Ah non, mais moi j'ai jamais senti de sexisme. En bio, il y a quand même beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Surtout dans les premières étapes en thèse, je pense que ça doit être un peu égal. Après, on les perd quand la hiérarchie, quand on va un peu plus haut dans la hiérarchie. Il y avait d'ailleurs une excellente étude de Nature qui faisait un peu cet état de fait que quand les femmes ont des enfants en thèse ou qu'elles en ont en début de postdoc, finalement elles vont abandonner l'idée d'avoir un poste. Alors que les hommes qui ont des enfants au même moment, ça n'influence absolument pas leur carrière. Donc voilà, super. Le sexisme, je l'ai pas, mais des fois je pense qu'on fait notre propre malheur, honnêtement, parce que je vois, on a 57 équipes à l'IGBMC et je crois qu'il y a 14 femmes chefs de labo. Et sur ces 14 femmes, je crois qu'il y en a plus de la moitié qui est mariée à des chefs de labo. Donc imaginez gérer 2 carrières scientifiques en même temps, bouger au même endroit, c'est chaud. Alors que les chefs de labo, eux, sont avec des profs, des secrétaires, même leurs étudiantes, ils se font pas chier. Enfin, je veux dire, nous, on est là, ouais, alors moi j'ai un doctorat, je veux aussi un mec qui a un doctorat. Enfin, voilà, on se fait un peu notre propre malheur, quoi, à chercher des mecs un peu high level, alors que je crois que en même temps, si c'était partagé de manière égale, il n'y aurait pas de souci, non ? Enfin... Bah ouais, mais bon, je pense qu'ils sont moins cons que nous. Je sais pas. Enfin, je sais pas. Je pense qu'on n'ose pas assez peut-être s'affirmer, dire maintenant ma carrière c'est important. Je sais pas. Peut-être que ça pénalise aussi les hommes d'une certaine manière. Je pense que, moi j'ai déjà entendu, pas forcément dans le milieu de la recherche, mais des mecs qui s'occupaient de leur enfant, on leur a dit, écoute mec, c'est pour que tu sortes à 17h, on aurait embauché une nana, si c'était pour avoir des problèmes de gonzesse, quoi. Donc ça les pénalise aussi quelque part. D'autant plus, il faudrait que ce soit accepté dans les deux cas. C'est-à-dire, ouais, bah, voilà, quand on a un enfant, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est acceptable. Mais après, bon, il y a quand même 9 mois où moi, je sais qu'à un moment donné, je devais faire des expériences qui entraînaient la manipulation de produits dangereux. Je l'ai pas fait. J'avais envie, mais je pouvais pas. Donc voilà, on est quand même. Moi, j'étais bloqué 9 mois sur certaines expériences. Il y a tout ça aussi, quoi, en dehors du fait qu'il faut s'en occuper après. Après, il y a le congé maternité. Enfin, bon, il y a 1 an quand même, vous êtes un peu au ralenti, mais enfin ouais, moi j'ai trouvé. Moi, j'ai un gamin qui dormait pas. Alors, du coup, c'était super dur. Mais bon, c'est des trucs qui nous pénalisent plus nous les femmes. Voilà, vous allaitez, bon c'est vous qui allez tirer votre lait, votre mec peut pas le faire pour vous. Vous l'allaitez la nuit, vous dormez pas, le lendemain vous êtes complètement mort. Bon ça on peut pas le faire pour nous non plus, quoi. Et c'est un peu dur. Dès qu'il y a un enfant dans l'équation, ça nous pénalise plus nous. Mais après de sexisme direct de collègues, ça je l'ai jamais vécu, honnêtement. Jamais. Bah tant mieux. C'est pas beau ça. T'as pas parlé
parlé d'enseignement dans toute ta formation. T'as jamais essayé? Et si t'as essayé, est-ce que ça t'a plu? Ah si, moi j'ai enseigné la première année de ma thèse. J'ai arrêté, pas parce que j'aimais pas ça, mais parce que déjà c'était une matière qui n'était pas ma spécialité. Donc je devais beaucoup bosser pour la préparer et j'ai perdu un temps fou dans ma première année de thèse, quoi, hein, parce que je faisais que ça. Et je me suis dit, mais je vais jamais y arriver en 3 ans ou 4 ans si je continue comme ça. Mais j'ai adoré ça, c'était super. Ça doit être mon côté théâtral, je sais pas. Mais c'était vraiment, je me suis bien marrée. Je faisais les TP de dissection. Enfin, c'est... Ah, cool. Ouais, cool, hein. Trop bien. Tout. Alors il y avait le lombric, il y avait le ver, il y avait la grenouille, je me suis régalée. Il y avait plein de choses. Mais du coup, les dissections, je me rappelle, j'ai découvert le lundi quand le maître de conférence faisait les dissections et je donnais le cours le lendemain. C'était super. Donc ça demandait pas mal de normal, la base. Je faisais la dissection la veille, là, je me dépêchais et puis le lendemain, je faisais genre j'étais une experte alors qu'en fait, je l'avais aussi découvert la veille. Mais c'était marrant. Mais ça prenait beaucoup de temps. Mais j'avais adoré l'enseignement. J'ai d'ailleurs hésité après ma thèse à partir dans l'enseignement. Voilà. Et donc, pourquoi ne pas avoir fait le pas prépa. Oh là là, déjà, alors j'avais pas envie de me remettre sur les bancs de l'école. L'air de rien, là, je suis nouveau en formation gestion management, mais on a un stage de 6 mois qui est payé. Donc il y a que 4 mois vraiment de formation. J'ai pas envie de me remettre encore dans 2 après Greg. Voilà, on prend goût à avoir un salaire quand même. Hein. C'est vachement pratique pour acheter des trucs, de la nourriture, tout ça. Et comme en thèse, on est payé, enfin, surtout pour nous, les sciences dures. Là, j'avais pas envie. Et puis même, j'avais l'impression que ma thèse aurait servi à rien si j'avais essayé de rentrer en contractuel, parce qu'on peut faire ça aussi, quoi. Alors, c'était plutôt un bac+5 qu'il faut, donc j'avais pas envie d'avoir fait ça pour rien. Voilà, j'avais envie d'avoir un métier qui demandait un doctorat. Et c'est ce que je fais en ce moment, ils veulent des docteurs dans les entreprises, parce qu'on peut pas comprendre. On peut pas vendre un produit qui est hyper high technology si on n'a pas fait de la recherche. Enfin, ça paraît impossible. Donc ils en cherchent, c'est des profils très recherchés, les doubles compétences. C'est pour ça que je fais ça. Voilà. On va parler de ta deuxième publication, celle qui est parue dans Médecine Science. C'est une revue de vulgarisation, une rare revue qui est écrite en français. Et donc, le titre de cette publication, c'était « La reprogrammation directe, les transitions cellulaires dévoilées par un petit ver ». Et du coup, comment ça s'est fait, ça? Parce que 2011, c'était ta première année de thèse, du coup? Ouais, c'était fin du Master 2, parce que j'ai fait mon Master 2 dans le même labo. Dans la même équipe, ce qui est logique. Voilà. Souvent c'est comme ça. On gratte un petit peu quelques mois. Et en fait, c'est une très bonne stratégie de ma chef, c'est que pour nous pousser à faire de la biblio, pour bien comprendre les publis du labo, elle nous fait faire un petit truc comme ça. Déjà, ça nous forme à écrire un papier. Moi, ça m'a formé à faire les figures, parce qu'il faut quand même savoir que le chercheur fait tout. Hein. Il fait la recherche. Bon, pas là pour le coup, pas moi, mais il écrit son article et il fait les figures, quoi. Donc moi, je connaissais rien en logiciel de graphisme. Ça m'a appris à faire ça. Ça m'a appris à lire correctement une publi, à vraiment me plonger dedans, et c'était très stratégique de la part de ma chef. En plus, ça donne confiance, parce que on se dit que notre chef nous fait assez confiance pour nous confier l'écriture d'une petite revue. Et ouais, enfin moi j'ai adoré faire ça. Hein. C'était super, très formateur. Je le conseille. Donc à recommander au thésard. Et est-ce que tu penses que c'est ça qui t'a donné un petit peu le goût de la vulgarisation, ou c'était déjà bien ancré? Non, pas spécialement. Surtout que je l'ai surtout vu comme une vulgarisation légère, parce que c'est quand même pour des gens qui sont déjà dans un parcours scientifique. Mais non, le goût de la vulgarisation, je sais pas comment il est venu. Tiens, c'est une bonne question. La fête de la science, je l'avais fait une année, et j'avais trouvé ça super. Et j'étais impressionnée comme les gamins comprenaient bien. On leur apprenait le code génétique. Hein. On était comme ça, nous, à des gamins de 10 ans. Je vous assure, c'est possible. On avait des super accessoires, jeux et tout ça. Ils étaient passionnés. Cette appétence naturelle qu'ont les enfants pour la vulgarisation, j'ai trouvé ça super. Enfin, pour la science, pardon. Et du coup, ça m'a donné envie de faire de la vulgarisation. Ils sont curieux. C'est bientôt d'ailleurs la fête de la science. Tu fais quelque chose en particulier? Je crois que c'est en octobre. Alors on nous a demandé de faire la pièce de théâtre à Lyon, mais là, comme j'ai entamé cette formation, je peux pas trop. Voilà, ça me limite pour les représentations. Ouais. D'accord. Et puis bon, je suis plus chercheur, et je suis plus officiellement chercheur. J'ai rien à faire là-bas maintenant. Et voilà, c'est triste. En tout cas, c'est une transition toute faite pour parler de ton spectacle. Vous avez vu ça? Non, mais c'est presque comme si c'était calculé. Et donc, on dirait que j'ai eu les questions à l'avance, c'est quand même fou ça. Non, c'est incroyable. On va commencer par le son du coup numéro 2, Nico. Donc c'est le teaser de ton spectacle. Donc il y a une vidéo normalement, mais là on va mettre juste le son. Un créationniste, c'est un mec qui croit pas du tout en la théorie de l'évolution. Un organe aussi complexe que l'œil n'a pas pu apparaître par hasard. Du jour au lendemain, en un coup, non, ça, y a pas de risque.
vous aussi, optez pour la religion et pour toute nouvelle adhésion, un boutin magazine offert. Des petites variations, appelées mutations, vont apparaître par hasard dans notre ADN. Certaines sont délétères, comme celles qui entraînent cancer, maladies génétiques, les cheveux roux, que les trucs horribles! Cette faculté qu'ont les hommes à penser que tout tourne autour d'eux, c'est dingue, hein? Mais Copernic, ta mère! C'est quoi ce délire? La nature, c'est une personne ou quoi? Comment ça se fait, hein, que la noix a la même forme que le cerveau humain? Spencer, il a sa petite vision de la sélection naturelle. Hein. Fini la charité, fini les lois sociales, il veut faire crever les pauvres. La légende raconte que c'est l'ancêtre direct de Pierre Gattaz. Personne ne bouge, bande de mécréants du savoir. Tout le monde à genoux devant la sainte éprouvette. 160 millions d'années qu'on domine la Terre, c'est pas un caillou de merde qui va foutre en l'air notre règne. Vas-y, fais quelque chose. Vas-y, fais quelque chose. Dame nature, vas-y, fais pas ta pute. Que Dieu vous bénisse. On a envie d'applaudir, tiens. Sans les images, c'est moins bien. Ah oui, je trouve ça déjà drôle. Je l'ai mis parce que ça m'a déjà fait marrer même sans les images. Merci. Voilà, vous êtes en train de vous couper des auditeurs roux et catholiques. Je suis désolé. Hein. D'après ce que j'ai compris, les auditeurs catholiques, tu disais que c'était déjà compliqué. Les gens qui viennent nous voir qui sont très croyants, je pense que c'est dur pour eux. C'est très dur. Mais bon, il y en a qui sont fair-play. D'accord. Donc, on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Comment est-ce qu'est venu... Donc là maintenant, du coup, tu as monté un spectacle récemment qui s'appelle Tout le monde descend, donc, dont on va parler dans la fin de l'interview. Comment ça s'est passé, en fait, la genèse de la pièce? Comment est-ce que tu as rencontré ton co-acteur, je ne sais pas comment on dit, donc qui s'appelle Alexandre Taesch? Au réalisateur, hein, on a vraiment fait beaucoup de choses ensemble, hein, on peut dire, hein, quand même. Il porte le projet autant que moi. Hein, mais au départ, en fait, moi, je voulais faire, après ma thèse en 180 secondes, une vidéo YouTube de vulgarisation, mais sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, c'est donc la théorie de Darwin, parce que déjà, je trouve qu'elle est toujours super mal expliquée. Enfin, c'est quand même dingue. Tout le monde pense que l'évolution, c'est qu'il y a un problème dans l'environnement, puis d'un seul coup, l'animal, l'organisme, il va se métamorphoser d'un coup comme ça, tac, sorti de nulle part, quoi. Alors que pas du tout. La théorie de Darwin, c'est il y a des variations qui arrivent par hasard. Nous sommes tous différents, et ensuite il y a un environnement qui fait la sélection. Donc il y a une part du hasard qui n'est pas détaillée dans tout ce qui est vulgarisation autour de Darwin. Alors que c'est un des éléments les plus importants, le hasard. Donc ça, j'avais envie de le dire et de l'expliquer un peu correctement, quoi. Parce que finalement, j'ai vu même des gens qui étaient éduqués à la réflexion scientifique me sortir des absurdités. Voilà, quand on entend oui, les dents de sagesse, ça sert à rien, bon, on en aura bientôt plus. Là, c'est genre après-demain qu'on n'en aura plus, quoi. Enfin, c'est une catastrophe. Et puis même, en ce moment, ça fait un bout de temps, hein, mais aux États-Unis, personne ne croit en la théorie de Darwin. C'est, je crois, il y a un quart des Américains qui accordent du crédit à la théorie de l'évolution au sens de Darwin, donc c'est gravissime. Il y a quand même 40% des Américains qui pensent que la Terre a été créée il y a 6000 ans, hein, et que toutes les espèces ont été créées en même temps. Enfin, il y a vraiment enfin, je dis pas, mais en France, c'est quand même encore 9% des gens qui pensent ça. Donc, il y avait du boulot. Et c'était aussi une très bonne excuse, ce thème scientifique, pour parler de la réflexion scientifique et comment elle s'oppose à l'obscurantisme et à la religion, et pourquoi c'est si dur des fois d'imposer des théories scientifiques qui vont à l'encontre de croyances séculaires. Donc ça, c'était l'occasion. Ça, c'est pour le thème. Et pour la forme, moi je voulais faire une vidéo YouTube, et c'est Alexandre Taesch, qui est donc, pour info, le formateur de ma thèse en 180 secondes, qui est venu me voir et qui m'a dit: mais non, vas-y, fais une pièce, même si je n'étais pas venu à sa formation. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Je fais: non, je suis la seule que t'as pas formée, j'ai gagné. Et bref, on avait sympathisé là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai dit: ouais, c'est pas con, on va faire une pièce. Et moi, j'avais déjà écrit un scénar d'une dizaine de pages, et ensuite on a travaillé ensemble ce scénario pendant 1 an. Voilà. Bah, c'est plutôt cool, ça.
en un an faire une pièce avec. Moi, je trouve ça quand même un projet. Au sortir de la thèse, c'est généralement les gens essayent de profiter d'un petit temps de répit. C'était pas ton cas du coup. C'était pendant la 4e année de thèse. Donc, pendant la 4e année de thèse, j'ai écrit la pièce. On a beaucoup travaillé dessus avec Alex, qui a largement mis sa patte dans l'écriture d'ailleurs. J'ai donc écrit ma thèse et j'ai fait un bébé. Enfin, c'était une période assez folle. J'étais complètement fou de faire tout ça en même temps. J'ai pas beaucoup dormi. Mais bon, c'est faisable. Et faisable. Parce que on apprend aussi en regardant un tout petit peu le casting que tu illustres également, parce que tu as fait l'affiche de ta pièce. Oui, c'est moi qui ai fait l'affiche, c'est moi qui fais toutes les illus, c'est moi qui fais les illus sur le site, voilà, pour info. Alors, du coup, la question qui va venir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que tu sais pas faire ? Attends, laisse-moi réfléchir. Je suis très nulle en mécanique auto. Et je sais pas cuisiner. Voilà, c'est à peu près tout. Je pense que je sais faire pas mal de tout le reste. Voilà. L'humilité, je sais pas trop faire non plus. Mais le dessin, ça a été ma passion première depuis toute petite. Quand je savais que j'allais pas faire de politique et d'économie après le bac, j'hésitais. Je me suis dit bon, je fais de la biologie ou je vais aux Beaux-Arts. Et j'ai cru naïvement que j'aurais plus de taf en allant en biologie. Ah putain, c'était super drôle quand j'y pense. Non, pas forcément quoi. Mais bon, je me suis dit, la politique, le dessin, on peut toujours le faire à côté, alors que faire de la recherche, on peut pas le faire chez soi. C'est pour ça que j'ai choisi la bio, mais c'est mon problème. Je suis jamais décidée. Il y a trop de trucs intéressants dans ce vaste monde. Et du coup, ça peut être utile pour la recherche de savoir illustrer ? Mais ouais, faut faire toutes ces illustrations, donc oui, je pense clairement. J'ai vu tellement de papiers avec des illus pourraves. On est quand même bien content quand il y a un beau schéma qui résume à la perfection l'article. Non, ça c'est bien. Donc ouais, je pense que ça peut aider. J'imagine aussi pour la vulgarisation, du coup, c'était utile. Ah bah oui, ouais, bien sûr. Si on veut avoir en plus, quand on veut servir notre propos, moi, l'avantage que j'ai en réalité, c'est que je viens du monde de la recherche, donc j'ai pas besoin d'intermédiaire ni pour faire mes illustrations, ni pour servir mon propos. C'est d'ailleurs ça qui est cool, parce que plus il y a un intermédiaire et moins c'est facile quoi à gérer tout ça. Enfin, je vois le nombre de journalistes qui ont écrit n'importe quoi après ma thèse en 180 secondes, mais il y en a même qui a dit oui, un ver qui fait transformer une cellule de notre rectum, nous les hommes, en neurones. Je dis mais qu'est-ce qu'il raconte? Et je me suis dit mais en fait je suis pas si bonne vulgarisatrice que ça, visiblement personne comprend. Et enfin j'ai vu des absurdités. D'ailleurs je suis très surprise, mais le meilleur article, le plus scientifiquement exact, c'était Lacroix qui l'a écrit. C'est quand même fou ça. J'ai trouvé ça malade. Je fais oh, merde. Et je me fous de leur gueule après. Enfin comme quoi, c'est surprenant. Mais parce qu'ils cherchent des failles, donc ils lisent attentivement. Et La Croix, c'est pas un mauvais journal en fait. Contrairement aux apparences, c'est un peu orienté, mais par contre, au niveau du travail journalistique, je suis pas convaincu que c'est un des pires. Ah moi j'étais quand même surprise. Voilà, je citerai pas les autres. Si je crois que je pourrais le faire, mais c'est voilà qu'on dit que je travaillais sur le lombric, ça n'a rien à voir. Enfin, mais merde, un peu renseignez-vous. Je le dis dans mon pitch et c'est une catastrophe quoi. Je sais plus, l'autre jour j'étais interrogée par une télé locale et j'ai vu qu'ils disaient qu'on reversait tout l'argent de la pièce à la recherche. Mais j'ai jamais dit ça. Bien entendu que c'est pour ma poche. Arrêtez les mecs. Non mais j'ai halluciné chez les gars. Ils ont fantasmé. Enfin même des trucs qu'on leur dit pas. Donc je suis très contente d'avoir aucun intermédiaire, que ce soit pour mes illus ou pour mon propos. Voilà. En parlant d'illus, j'ai regardé celle de ton papier de vulgarisation là que tu as fait au début de ta thèse. C'est toi qui les as faites parce qu'effectivement. Oui. D'accord, je sais dans la chatroom, mais effectivement c'est joli. J'ai improvisé parce que j'avais jamais manipulé de logiciel pour faire des images et de toute façon on apprend tout sur le tas, des tutos et voilà. Ouais, moi pardon. Vas-y. Non, moi j'étais intéressé sur la partie théâtre en fait, au niveau. Est-ce que tu t'es intéressé au théâtre avant? Et aussi, si j'ai bien compris, il y a deux questions. Est-ce que tu t'es intéressé au théâtre avant? Et je me demandais sur le spectacle là, tu es toute seule sur scène ou vous êtes deux? Parce que j'ai cru que dans le teaser vous êtes deux, c'est ça? On est deux tout le temps. D'accord. Quasiment tout le temps. Moi, en fait, et c'est marrant parce que les gens me disent ah mais oui t'as appris à jouer la comédie, mais je joue pas, je suis moi. C'est exactement la même façon de parler. J'ai des potes, ils m'ont dit mais en fait c'est n'importe quoi, t'es pas du tout comédienne, c'est toi, t'es une connasse arrogante et c'est tout à fait la même chose. Enfin, voilà. Et bref, et ça m'a fait rire quand je dis ça. Non, pas du tout, je pousse les traits, mais je joue pas. Et le théâtre, est-ce que je suis passionnée de théâtre? Pas du tout en fait. J'avoue que je suis nulle, ma culture théâtrale, elle est vraiment pourrave quoi. Donc ça c'est assez classique chez moi. Je m'intéresse beaucoup au dessin, mais je suis nulle en histoire de l'art par exemple. Mais j'aime bien faire, mais je suis trop flemmarde pour aller m'intéresser à tout ce qui s'est passé avant. Donc voilà. Je sais pas si ça a répondu à la question. Et donc, ça restait tes amis.
Du coup, c'est resté tes amis, ceux qui ont fait cette réflexion ou Oui, bien sûr. J'ai des amis un peu taquins. Ils sont taquins. Alors, ça envoie tu peux lâcher des noms. Hein. Non, je dirais pas. Ouais, c'est Fouad, si tu m'écoutes, je te fais un bisou. Voilà. Il m'a fait un super article en plus dans un blog strasbourgeois. Il va se dire, ah la connasse. Ça me fait plaisir. De sa bouche, je sais que c'est gentil. Sur une illustration que tu as faite sur le site Tout le monde descend, il y a quand même quelque chose que j'ai tout de suite remarqué, un pénis acéré d'une bruche. Ah oui, la bruche. Ah là là. Ah, faut que je corrige ça, la bruche. Faut que je corrige. Attends. C'est marqué scarabée. Donc ouais, j'ai mal. C'est moche. En plus, j'avais été chercher l'info sur la publi originale et je sais pas, j'ai dû mal me démerder pour faire la traduction. Je sais pas comment je me suis démerdée, mais ça remonte à loin. J'ai écrit le truc il y a 1 an et demi, là, mais faut que je le corrige. En plus, je me fous de la gueule de ceux qui expliquent mal la science. Qu'est-ce que je fais? Une erreur de vulgarisation. C'est pas moche, ça? Juste pour traduire pour ceux, donc c'est quoi une bruche? Pardon. C'est un coléoptère, et en fait, au sein des coléoptères, qui est un énorme ordre d'insectes, il y a plusieurs, il y a les coccinelles, il y a plein de choses différentes, les scarabées et un groupe qui s'appelle les bruches. Et là, c'était un pénis de bruche. Et j'ai mis pénis de scarabée. Bon, après, je sais pas comment je vais traduire ça sur scène, parce que scarabée, ça parle aux gens, je vais dire bruche, et on va faire, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais dire coléoptère. Ah, pareil. Coléoptère, ça marche. Coléoptère, ça marche, non? Moi, je pense que c'est un coléoptère. Je suis pas sûre, parce que l'autre jour, je sais plus, je dînais en famille, et puis je fais, qu'est-ce que c'est que ce coléoptère? On me regardait, on fait, oh, coléoptère. Voilà, donc, ouais, visiblement, on passe pour quelqu'un qui veut se la jouer. J'ai trouvé une parade. J'ai réfléchi. Et du coup, tu peux nous dire un tout petit peu ce qui se passe avec ce pénis de bruche avec plein de il est horrible. Enfin, il est horrible. Moi, j'ai utilisé cet exemple pour montrer que c'était pas toujours beau l'évolution, parce qu'il y a pas mal de gens qui pensent que l'évolution, ça va vers du mieux, ça va vers quelque chose de mieux, de plus adapté, de plus beau, alors qu'en fait, pas forcément. Il suffit d'avoir un attribut qui vous confère un avantage en survie ou en reproduction. Clairement, visiblement. Alors, c'est assez mal connu, mais il y a une substance dans le sperme du mâle qui, une fois qu'il passe dans le sang de la femelle, ça augmente l'efficacité, on va dire, en raccourci de la fécondation, on va dire ça, quoi. Enfin, c'est son sperme qui va être favorisé plus que les autres parce qu'il est passé dans le sang. Alors pour ça, il faut des pics acérés pour arracher un peu la femelle, quoi. C'est horrible, enfin, c'est absolument dégueulasse, quoi. Enfin, je veux dire, nous, on peut quand même s'estimer heureuses, les femmes, il y a eu quand même... nous, c'est plutôt l'orgasme féminin qui a été sélectionné par l'évolution, c'est quand même vachement plus sympa que ce procédé absolument dégueulasse, quoi. Et c'est une bonne illustration, vous voyez, pour dire que c'est pas beau l'évolution des fois. Et du coup, moi, ce qui m'interloque, c'est cette... pour premier sujet, de travailler sur l'évolution, c'est quoi la motivation? C'est vraiment une frustration ou c'est quelque chose de plus précoce, c'est-à-dire une passion nourrie depuis longtemps? Oh, ça fait un bail, hein. Moi, je commençais à m'intéresser vraiment à l'évolution. Je sais plus, en 2009, c'était les 150 ans de l'origine des espèces, donc écrit par Darwin, et j'avais assisté à une série de conférences que j'avais trouvées très très intéressantes sur pas seulement la théorie, parce que ça, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites pour expliquer la théorie de l'évolution, notamment aux enfants. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi les gens ne la comprenaient pas et pourquoi c'était pas accepté? Et de la part des religieux, et aussi pourquoi nous les Français on dit qu'on croit en Darwin, mais en fait on comprend tout de travers. Et c'était vraiment vraiment intéressant, et au fil des discussions que j'entendais tout le temps et les gens qui interprétaient mal la théorie, je me suis dit il faut faire un truc. Et ça fait partie aussi de l'évolution d'une des rares théories scientifiques qui n'est pas encore acceptée par le public, un peu comme le changement de climat. Enfin, je parle de ça, c'est surtout aux États-Unis. Bon, quoique chez nous aussi, hein, il y a même des anciens présidents qui n'y croient pas. Donc, il y a du boulot, hein, quand même. Il y a du boulot. Hein. Donc, autant s'attaquer à des trucs qui sont mal compris et qui sont combattus, hein, carrément. Aux États-Unis, c'est combattu, hein, l'évolution. Vous êtes un prof, un institut qui va enseigner l'évolution. Il y en a qui le font plus, hein, qui l'enlèvent carrément du programme, parce que sinon, vous prenez une association de parents d'élèves créationnistes sur le coin de la gueule et c'est pas facile. Hein. Donc, ouais, c'était important d'en parler. Voilà. Bon, bravo, en tout cas, de s'être pris au jeu et d'avoir pris ça comme premier sujet. Moi, je trouve que c'était pas nécessairement facile, mais du coup, si c'est un engagement, c'est tant mieux. Mais moi, il y a quand même une des questions qui a été soulevée dans le teaser et qui me taraude. Est-ce que lors de ce spectacle, il y aura une réponse au fait que la noix a la même forme que le cerveau? Non. Enfin,
Si, mais c'est une réponse créationniste, donc c'est pas une réponse scientifiquement relevante, quoi. Mais en réalité, cette phrase m'a été sortie par une amie et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'en fait, on parlait du fait est-ce qu'il y a du hasard ou pas du hasard dans la nature. Évidemment, oui. Si vous croyez en la théorie de Darwin, il y a beaucoup de choses qui apparaissent par hasard. Et elle me disait, mais alors comment t'expliques alors que l'huile de noix, c'est bon pour le cerveau alors que ça ressemble au cerveau. Et là, ça m'a fait beaucoup rire parce que je me dis, putain, mais les hommes, on est quand même très très forts pour penser que tout a été fait pour nous. Enfin, on voit des signes partout. Et ça m'a tellement fait rire, il faut que je le mette dans le spectacle. Donc non, il n'y a pas d'explication. C'est juste pour illustrer qu'il y a des gens qui veulent voir des signes partout alors que c'est complètement débile, quoi. C'est pour ça qu'il faut manger du concombre, c'est bon pour... C'est bon pour l'hydratation, ok ? C'est plein d'eau. Voilà. On va conclure, donc où est-ce qu'on peut aller te voir pour le spectacle ? Alors on est une tournée en Alsace et à Paris, donc là c'est le lancement, donc on se lance doucement. Je joue à Strasbourg cette semaine, le 5 à l'université, le 6-7 au Camionneur, et nous sommes à Paris le 21, 22, 28, 29 octobre au Théâtre de la Reine Blanche dans le 18e. Voilà, et je vais mettre donc dans la chatroom et dans les liens. Donc il y a beaucoup de dates en Alsace, un peu partout. Voilà, il y en a encore après, mais après c'est des petits villages cossus comme Epfig, Wasselonne, Epfig, Markolsheim, ça, voilà. Oui, et le dernier, je vais te laisser le prononcer parce que Ilkirchgrafestaden, voilà. Même moi je le prononce pas correctement, je suis pas une Alsacienne pure souche, mais voilà, c'est pour les gens du cru, ils sauront. Pour les autres, désolé. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un du Haut-Rhin là dans votre équipe ? Si, je suis là. Mais ça en fait, personne ne dit le Grafenstaden. C'est Ilkirch. Donc, voilà. Ok, est-ce que rapidement à la fin, quels sont tes projets futurs après le spectacle, après ta formation donc, que tu nous as dit que tu faisais en ce moment ? Ça va dépendre du spectacle, Je ne sais pas si ça a marché assez bien pour qu'on fasse une grosse tournée. Est-ce qu'on pourra en vivre ? Je ne sais pas. Honnêtement, pour l'instant, on s'éclate bien et surtout, il y a un vrai public au rendez-vous. Donc là, on est super content. On a un bouche à oreille d'enfer. On remplit les salles sans faire trop de pub. Donc on est content. Donc on ne sait pas. Peut-être que les gens vont se prendre de passion pour Darwin. Peut-être que, je ne sais pas, Alexandre Astier écoutera cette émission et me dira putain, elle est trop balèze. Peut-être que je la mettrai en première partie de mon prochain spectacle. On verra. Et après la formation, je sais pas, peut-être que je gérerai des projets scientifiques en parallèle, on verra. J'aime bien faire plein de trucs en même temps, donc le futur le dira. Et donc, généralement, on aime bien finir ces genres d'interviews avec des questions un petit peu générales. Et une des questions que j'aime bien poser, moi, c'est quelle est la question que tu aimerais bien qu'on te pose et qu'on ne te pose jamais ? J'aimerais bien qu'on me pose la question « Bonjour, je suis patron d'une boîte de biotech, est-ce que vous voulez bosser pour moi pour 8 000 € par mois ?» Ça me la pose jamais. Ça, j'aimerais beaucoup qu'on me la pose. Je suis malheureusement pas un patron de biotech. Ça me pose beaucoup. Ouais, je suis très triste. Je suis désolé, mais du coup, je peux compenser. Est-ce qu'il y a une question que tu aimerais qu'on arrête de te poser ? Je sais que c'est légitime, on me la pose à chaque fois, c'est « Mais alors, qu'est-ce que tu vas faire après ta thèse ?» J'en ai plein le cul. Je sais pas, laissez-moi tranquille, je sais pas, comme les 3/4 des thésards, on sait pas ce qui va nous arriver, et c'est horrible de nous poser cette question, parce que nous aussi, on aimerait bien savoir. Nous aussi. C'est horrible cette question, on me la pose à chaque fois, quoi. C'est quand même moins pire que tu as fini de rédiger ta thèse ou pas ? C'est quand même moins pire que toutes les questions sur est-ce que tu as fini de rédiger ta thèse, est-ce que tu as bien avancé, tout ça, quoi. Ah non, mais là, on me voyait pas, là. On me voyait plus. Moi, j'écrivais la nuit. Et je dormais le jour, donc pour qu'on m'emmerde pas. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ouais, donc on va finir par les dates du spectacle, au moins à Paris. Donc ouais. Tu as dit 21 et 28 et 22 et 29 à Paris. Ouais, ça. Voilà, demain, on n'a pas parlé de ça d'ailleurs, demain tu es à Paris aussi pour qu'on te remette un prix, c'est ça, effectivement? Oui, c'est la Fondation de France qui donne des prix à des projets tenus par des jeunes qui semblent originaux à leurs yeux, et du coup la pièce a retenu l'attention. D'ailleurs, on a eu pas mal de petites subventions comme ça à droite à gauche, parce que c'est pas tant que ça proposé en réalité, des spectacles scientifiques et comiques. Donc je crois qu'il y a un marché là. Ouais. Parfait.
Et sinon, il y a sur le site internet officiel où on peut retrouver toutes les autres dates pour les gens qui ne seraient pas à Paris, parce qu'on a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas à Paris. Donc... C'est ça, c'est www, tout le monde descend attaché. Voilà, mais pour l'instant, c'est uniquement en France, si je ne me dis pas de bêtises. Ouais, ça c'est bientôt, on est international, ça ce sera quand on sera passé au Zénith, et voilà, dans quelques mois je pense, quelque chose comme ça. Très bien, je t'attends, je viendrai te voir quand tu passes à Madison Square Garden à New York. Ouais, d'ici 2017 je pense, vers là. Ok, donc on va passer à la deuxième partie de l'émission. On n'a pas eu de question d'auditeur, juste j'ai cherché, je crois pas. D'accord. Ou alors ils n'ont pas mis le HPS. Tout le monde s'en fout. Pourtant, on a tout donné, on a mis pénis de bruche, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Rectum de verre, merde. On a même parlé de vulve, de sélégance. Enfin, je sais pas, les gens sont difficiles à convaincre. Bon. On ne sait pas quoi faire. Ouais, tu peux participer sur les retours des émissions précédentes si tu as des commentaires à faire. D'accord. Donc là, c'est la première émission roue libre où on fait souvent des retours d'émissions précédentes. Là, c'est la première de l'année. Du coup, on va en profiter pour faire. On a eu pas mal de retours cet été sur les émissions de l'année dernière. Donc voilà, on va les lire celles qu'on a trouvées les plus intéressantes. Et n'hésitez pas, si vous êtes auditeur, à nous envoyer des mails ou des messages audio. Ça nous fait plaisir et on les lit. Et on y répond très rapidement le plus souvent, mais des fois pas trop rapidement. Mais on y répond souvent quand même après. Voilà. Donc on commence par les ondes gravitationnelles avec un message de Gildas Samzin. Pierre, je crois que c'est à toi de lire le premier. C'est un de vos tout meilleurs épisodes, un invité exceptionnel. Merci professeur Michel Maggiore. Quand les compétences techniques sont accompagnées d'un tel talent oratoire et d'une telle ferveur, c'est juste stupéfiant. Voilà, c'est l'étendue du message. C'est très gentil. On enchaîne avec un message sur les dossiers de David Loureiro sur Tesla. Lu par Nico. Bonjour, un super dossier qui remet la légende Tesla à sa vraie place. C'est tout de même hallucinant de voir à quel point le type était à la fois précurseur et complètement à côté de la plaque sur certains domaines. Au passage, un article traîne sur le net prouvant, entre guillemets, que Tesla avait déjà breveté les drones pour des applications militaires. Et on mettra le lien dans la chatroom. On a eu un message aussi sur les régimes, donc qui date un petit peu. L'épisode sur les régimes, mais qui avait été assez apprécié, je crois. Bonjour à tous et merci pour l'énergie que vous mettez à vulgariser les sciences. Je ne vous écoute que depuis quelques mois et cela rend mon heure de marche quotidienne bien plus instructive. Vu que j'ai téléchargé plus de 260 épisodes et que je les écoute dans le désordre, je ne sais pas si vous comptabilisez toujours les lieux d'où vous nous écoutez, mais voilà, j'ai emporté vos enregistrements avec moi en vacances au Sri Lanka. Voilà donc une nouvelle destination. Je crois qu'on n'avait pas encore le Sri Lanka. Un jour, on a eu, c'était très bien là quand on avait eu cet épisode sur les piranhas de la personne qui donnait son expérience personnelle parce qu'elle habitait en Guadeloupe. Et on attend toujours le nouveau message de la personne qui nous avait déjà envoyé un message de la Corée du Nord pour valider que c'est bien lui. Mais on n'a pas eu de nouvelles depuis. J'en profite pour un petit commentaire sur l'épisode 260 sur les régimes qui m'a laissé un peu sur ma faim. Je sais, le jeu de mots est pourri. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cet épisode, il faudra que je le réécoute. Si je résume, il faut laisser tomber tous les a priori qu'on a sur la nutrition, manger quand on a faim et apprendre à ne pas confondre l'envie de manger avec la faim véritable. J'ai moi-même en effet constaté que j'avais du mal à faire la différence entre les deux. Maintenant, je fais plus confiance à la sensation de fatigue qui accompagne la réelle sensation de faim plutôt qu'à la sensation de faim elle-même. Malheureusement, je constate aussi que ma fille de 6 ans me dit souvent « j'ai faim » au lieu de me dire « je m'ennuie, occupe-toi de moi ». Il n'y a pas que 6 ans d'ailleurs, je crois. Comment vous faire apprendre à différencier ces deux sensations, sachant que je me refuse de l'affamer pour ça. Alors, la personne qui nous a fait le dossier, Stéphanie, donc n'a pas d'enfant. Je ne sais pas si elle a je lui demanderai si elle a des avis sur l'éducation comment affamer ses gamins. Qu'est-ce que t'as dit Marie-Charlotte, est-ce que tu as un avis sur la question? Mon bébé est gros et c'est pas grave, mais il bouffe plus que moi et je laisse faire. Je suis peut-être une mauvaise mère en fait. Mais il est en forme, ça suffit, non? Voilà. Nico, donc on avait un dossier sur le dossier web de Nico, on avait un commentaire de Jean Koukou. La première page du web est info.cern.ch, mais savez-vous quelle est la dernière page? Et il nous livre ensuite la réponse, c'est celle-là, lastpage.htm.
Et juste à titre informatif, c'est quand même un truc qui est hébergé par le W3C, donc le World Wide Web Consortium, donc c'est une page officielle en fait. Oui, et quand on clique dessus, il y a marqué félicitations, vous avez atteint la dernière page de l'Internet. Sinon, pour ceux qui ne sauraient pas s'y retrouver sur Internet, vous pouvez aussi aller sur perdu.com pour savoir où vous êtes. On arrête sur les pages débiles et on passe à la suite. Pour terminer la saison précédente, Kevin Sartori a réagi sur le dossier sur les abeilles. Salut, c'est un podcast vraiment très riche en informations, c'était vraiment génial à écouter, merci énormément. Je mets un commentaire pour donner une solution possible au problème que vous vous posez à 1h20 à peu près, c'est l'accès à l'information scientifique par les citoyens. C'est très difficile de faire soi-même le tri des publis et de les résumer, alors des étudiants de mon université ont créé controversience.org. Ce site permet à un utilisateur du web de trouver réponse à des questions d'actualité, souvent des sujets controversés, d'où son nom. Ces réponses sont en fait des résumés écrits de manière collaborative par des gens qui lisent des articles et en sortent les principales informations. Les publis sont classés par pertinence, par valeur en fonction de la fiabilité des chercheurs, etc. Ce site mériterait d'être diffusé grâce à vos podcasts, car dans le même objectif de vulgarisation et diffusion des connaissances. Il y a d'ailleurs un billet sur les abeilles sur controversience.org, on mettra le lien dans la description. Désolé pour cette publicité, ceci dit, c'est désintéressé, car je ne fais pas partie de ce projet, je ne suis qu'un vecteur d'information. Encore merci. Voilà, et donc on a encore plein de messages sur la saison 6, et même sur des saisons plus anciennes, mais on ne peut pas tout remonter ici. On en a même eu un il n'y a pas très longtemps sur le dossier de Pierre sur l'arbre du vivant, apparemment. Mais oui, bref. Si tu y as répondu, je crois, Pierre, ça me dit quelque chose. Oui, j'ai répondu. Mais passons aux récents épisodes. Et donc, on a déjà reçu pas mal de commentaires sur l'épisode de Frédéric sur Rocket Science la semaine dernière. Et pas mal qui parlaient du jeu Kerbal Space Program, apparemment. Donc, Frédéric Conrod nous dit « Dossier très intéressant, merci ». Et Anas Beljam, c'est encore plus succinct avec seulement un merci. Et Jean Coco qui détaille un peu plus, qui dit sympa le clin d'œil à Kerbal Space Program. J'y ai joué de temps en temps et effectivement, c'est un super jeu qui permet de bien comprendre la mécanique des orbites et des déplacements dans l'espace. Je crois que tu y avais joué, toi, Nico. Non, moi, j'ai entendu parler, mais j'ai jamais joué en fait. Ouais, j'y ai joué et c'est pas évident du tout parce que donc le but c'est vraiment de construire une fusée. Et alors, je n'irais pas dire que c'est réaliste parce que j'en sais rien, mais le fait est que c'est pas simple de foutre une fusée en orbite. Et on se rend compte quand même que justement, qu'est-ce qui est important, les différents étages. On se rend compte qu'en foutant autant de réacteurs qu'on pourrait imaginer, c'est pas forcément la meilleure stratégie. Donc non, c'est pas mal. Et en fait, tu peux aller assez loin parce que je crois que tu peux te mettre tu peux même aller sur tu peux aller atterrir sur genre un satellite comme la Lune et puis revenir sur la Terre. Enfin, tu peux bien faire les choses, quoi. Parfait. Je te laisse lancer donc un dernier message audio qui nous a fait plaisir de Hervé. Je te laisse le lancer, Nico. Bonjour Podcast Science, je suis Hervé, nouvel auditeur depuis juin dernier. Je suis particulièrement fan des Podcast Science Awards et j'ai tout simplement adoré le dernier numéro. Du coup, j'écris pour râler. Voilà, pour moi c'est tout simplement le meilleur générique de fin ever. Ça m'a valu un fou rire monstre dans l'RER. Je l'utilise pour faire la pub pour l'émission, voilà. Je le veux comme nouveau générique de fin, ou à minima, comme générique de fin pour les freestyles. Les épisodes roue libre. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne rentrée. Alors, c'est un peu une inside joke pour Marie-Charlotte. Il faudra que tu écoutes l'épisode de décembre de Noël de l'année dernière, en fait, où un auditeur se moquait de notre générique de fin. Oh. Et nous l'avait envoyé par message audio. Et Alan, en fait, avait mixé donc, ce que tu as entendu, là, qui faisait sonner sur son téléphone. C'était le générique qu'Alan avait remixé, où on entendait la personne se moquer du générique sur fond de générique. Et on l'avait passé à la fin d'un épisode. Voilà. Ah, les salauds, ils ont osé. Et c'était assez drôle. Tu l'as pas entendu en même temps. D'accord. Faut dire ce qui est. Pourquoi l'avez changé depuis alors ou... Non. Ah, d'accord. J'attends la fin. Mais on peut passer à la fin de cet épisode. Ça me fait plaisir à Hervé, effectivement. Voilà, et le quiz du mois maintenant pour finir. Je te laisse le passer, Nico. Salut la compagnie. Désolé de ne pas pouvoir être des vôtres ce soir. Pour cette première émission roue libre de la 7e saison,
Ça me fait tout drôle d'articuler ces mots-là à la suite. 7 saisons de Podcast Science. Non, mais truc de ouf. Hein. En tout cas, merci les amis. Les amis derrière ou devant le micro, dans les coulisses ou dans le métro. Longue vie à Podcast Science, grâce à celles et ceux qui le font et qui l'écoutent. Allez, trêve de sentimentalisme. J'ai fait mes devoirs et j'ai le plaisir de vous proposer un nouveau quiz. Écoutez bien. Si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Info ou intox? Dites-nous ce que vous en pensez, pas besoin d'une réponse officielle. Hein. Ça, c'est le vieux qui s'y colle, avec plaisir. Ce qui nous intéresse, c'est, comme d'habitude, vos idées sur la question, votre opinion, vos expériences. Vous pouvez nous transmettre votre réponse dans tous les formats imaginables, on vous fait confiance. Le plus simple étant quand même de laisser un message vocal sur notre répondeur. C'est possible via le site web ou via la page Facebook. Ou alors un mail sur podcastscience@gmail.com. Allez, je répète la question une dernière fois. Si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim. Info ou intox? Hâte d'avoir vos retours. À bientôt, gros bisous. Voilà, donc comme il l'a dit, vous pouvez nous transmettre vos réponses comme vous voulez. On donnera sans doute la réponse au prochain roue libre le 15 novembre, mais ça peut changer en fonction si on n'a pas assez de réponses ou si on décale le roue libre. Mais normalement, c'est le 15 novembre. On peut en profiter pour obtenir la réponse de Marie-Charlotte, de notre invitée. Alors J'en sais rien. Je dis merde, je suis docteur en biologie quand même. Je sais pas. Parce que je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est conneries, mais complètement sur la base de mon instinct. Et Dieu sait que j'aime pas me baser là-dessus. Je suis pas scientifique pour écouter mes intuitions, quoi. Donc je sais pas. Alors ça va, j'ai pas un doctorat en phéromones, ok voilà. Pas de problème. Et du coup, je te pose pas la question, quel serait le protocole que tu utiliserais pour vérifier? Moi, je sans cœur, parce que le scientifique est sans cœur, il veut avoir la vérité. Donc, je prendrais des oisillons que je me roulerais sous mon aisselle et je regarderais si et tu les la mer l'abandonne. Voilà. Et je verrais ce que fait la mer. Voilà. Voilà. On a Avec donc un le thème groupe du contrôle, prochain voilà. spectacle. Quelle horreur. C'est le moment de ta quote. Donc tu nous as dit que tu en avais une. Ah oui, oui. Alors moi je voudrais citer Guillaume Lecointre, qui est un spécialiste de l'évolution, et qui dit que nous les hommes, nous ne sommes pas éduqués à laisser de l'inexpliqué dans notre représentation du monde, et on a tendance à invoquer la providence pour combler les incompréhensions et les lacunes. Alors j'aime bien cette citation parce qu'elle montre que la science en fait ne va pas remplir le vide, il ne va pas avoir à inventer des réponses, mais c'est ce que veulent les gens, des réponses sur tout. Alors quand la science n'a pas de réponse, parce qu'elle est humble, alors ils en inventent, quoi. Voilà. Et je trouve qu'il a bien raison, Lecointre, de dire ça, qu'on devrait être un peu plus éduqué à laisser une question en suspens et attendre d'avoir les outils pour pouvoir y répondre correctement au lieu d'inventer n'importe quoi. Tu l'as fait de tête là, la quote? Ouais, mais en fait, elle est dans ma pièce. Comme je l'ai déjà répété une trentaine de fois. Ça va. Mais c'est classique, je pense que tu es la première qui nous a fait une citation de tête de toutes les émissions de podcast. Mais j'ai aucun mérite, je l'ai appris par cœur. Voilà. Bon. Ouais, moi, je l'aurais appris, je l'aurais oublié, donc... Ouais, non, mais si moi je l'oublie, j'ai l'air d'une conne sur scène, donc je suis quand même obligée de la connaître. L'air de rien, donc, c'est quand même... Est-ce que Guillaume Lecointre aurait vu ta pièce? Non, mais je l'invite à venir la voir. D'ailleurs, je le cite et j'aurais peut-être pu lui envoyer un mail. Hein. Je cite aussi des sociologues. Ce serait bien que je les... Bon, je pense qu'ils s'en foutent. Enfin, je sais pas. Ça se trouve, il viendrait. Je suis déjà venue à une de ses conférences, donc peut-être que ça l'intéresserait. Je vais lui envoyer une invite. Guillaume, si tu m'écoutes. Viens, on l'appelle direct en direct. Si tu peux lui glisser un petit mot pour qu'il puisse passer aussi à Podcast Science pour faire un dossier, un de ces quatre. C'est un homme passionnant, Guillaume Lecointre, donc ce serait bien. Mais je le connais pas, hein, du coup. C'est bien, je vais l'inviter à ma pièce et en plus je lui passerai un mot. Voilà. D'accord, nickel. Mission de la semaine. On finit sur les plugs. Oui, donc un petit plug. Tac, tac. Je rigole, c'est pas drôle. Oui, non, c'est pas la Non, ce n'est pas un plug anal, on voit bien sûr. On a pensé à mais ça. des formations professionnelles. Est-ce qu'on met des plugs anal, des plugs anaux, hein, si on veut être français, à des verres ça sert à rien. Beaucoup trop petit, il faut savoir quand même que le rectum d'un verre est composé de 6 cellules. C'est microscopique. Il faudrait un microplug. Un nanoplug. Un nanoplug. J'en parlerai pour mettre dans le prochain budget du grand de ma chef. Je nous dirai. Voilà. Et
Voilà, donc un petit... Enchaînez avec ça, faites-vous Juliette qui nous a envoyé. Bonjour, j'ai découvert mon podcast pendant mon stage en Australie quand il fallait que j'occupe mon cerveau pour ne pas le perdre pendant que j'identifiais désespérément des insectes. Depuis, j'essaie de les rattraper petit à petit. Je pense qu'elle parle des podcasts, pas des insectes là. Je trouve votre travail vraiment super et hyper accessible. Vous m'avez aussi permis de découvrir plein de podcasts et blogs trop cool. Je suis étudiante dans Master d'écologie et j'ai lancé un petit questionnaire sur l'écologie et surtout sur l'écologisme. Le but est de mieux appréhender comment ce mouvement est perçu, quelles sont les pratiques et les investissements des gens. Cela me permettrait d'être utile pour me lancer dans la recherche et la promotion de ces pratiques en comprenant à quel public je m'adresserais. J'ai donc commencé à faire circuler le questionnaire et les réponses s'accumulent. Il serait préférable d'avoir des réponses de profils différents et j'observe déjà un biais avec une majorité de personnes déjà sensibilisées à ce mouvement, ce qui est, je pense, aussi d'ailleurs le cas des auditeurs de Podcast Science, mais bon. Si cela vous intéresse, vous pouvez remplir le questionnaire à l'adresse suivante, donc on mettra dans les notes de l'émission. Et peut-être, si cette initiative vous parle, vous pouvez faire circuler le questionnaire autour de vous, ce serait très apprécié. Voilà, au plaisir et merci de votre aide, Juliette. Hop, on a un teaser pour la semaine prochaine. Donc le pitch de la semaine prochaine est tac à tac, voilà. La semaine prochaine, on va parler de Mars, donc avec Damien, qui est un postdoc à Lyon et qui vient nous parler donc de Mars et de l'exploration martienne. Donc sera un dossier en 2 épisodes et donc le premier épisode, c'est la semaine prochaine. On a trouvé de l'eau sur Mars. Quoi encore? On n'a pas déjà entendu ça l'année dernière? Elle est née d'avant? Et il y a 200 ans? C'est vrai, en un sens, on découvre régulièrement de nouvelles choses sur la présence de l'eau sur Mars et on en sait un peu plus sur les questions. À quelle époque? Pendant combien de temps? Sous quelle forme? Liquide, solide ou gazeuse? À quelle profondeur? À quelle température? Avec quelles conditions chimiques? Finalement, il y a plein de questions à se poser sur la présence d'eau sur Mars. On fera dans les 2 prochains épisodes un voyage temporel sur les 400 dernières années pour parcourir les principales observations de la planète rouge et comprendre pourquoi on y cherche de l'eau encore et encore. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Ça met l'eau à la bouche, ce sujet. Nous attendions la conclusion. Pierre, vu que c'est un verbe. J'ai bien fait de venir. Je prépare mon one-man show, en fait, moi. Non, mais c'est bien, je crois que j'ai des blagues du même acabit, donc je suis très preneuse de blagues pourries comme ça. C'est-à-dire que Brusicor sur la chatroom a fait quand même cette blague qui mérite d'être citée. C'est qui cette nalle à qui appartient tous ces plugs? Oh là là, cette nalle. Voilà. Donc, merci à vous d'être écouté cet épisode. Merci à Marie-Charlotte d'être venue. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli. Allez à son spectacle. Écoutez, je crois que tu es passé en plus sur La Tête au Carré la semaine dernière. Oui, et ouais. Donc, allez écouter Marie-Charlotte sur La Tête au Carré. J'espère qu'on n'a pas fait trop de redites. Je n'ai pas écouté ce que tu as fait sur La Tête au Carré. C'était assez court. Et il y a mon collègue qui était avec moi, donc il parlait un peu plus de ce qui se passe dans le spectacle. Donc, et d'autres informations, on va dire. Très bien. Complémentaires. Super. Voilà, donc allez écouter Marie-Charlotte sur La Tête au Carré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser sur les réseaux sociaux, Facebook, Google+. Il y a encore des gens sur Google+? Je n'étais pas au courant. C'est gentil de le dire. C'était juste pour il a fourché, il voulait dire Google Plug, je l'ai senti. Ouais, c'est ça. J'ai vu venir. Il y a une vidéo au moins là. Et, bref, voilà, YouTube. N'hésitez pas, on remercie tous les gens qui nous font des dons donc sur Patreon et il y en a plein et un jour on promet on va réussir à les récupérer, c'est en cours, c'est assez compliqué légalement de récupérer tout ça mais on s'en occupe, on va bientôt y arriver et ça nous fait très plaisir et on vous encourage à continuer à les donner si vous le souhaitez ou à en donner si vous le souhaitez. Voilà, et sur ce, on vous laisse, à la semaine prochaine avec Mars. Salut. Ce générique, ce générique. Quand est-ce que vous changez de générique? Cette musique. Quand est-ce que vous changez de générique? Quand est-ce que vous changez de générique? Quand est-ce que vous changez de générique? Oh, elle est horrible.